5e édition de DeFi France. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de tenter quelque chose d'un peu nouveau avec vous. Ça va être moins technique que d'habitude, mais rassurez-vous, il y a Pascal qui arrive après. Donc si vous voulez rentrer dans le dur, il n'y a pas de problème, on va parler de liquidité et tout ça avec Pascal après. Moi, je veux plus en fait me concentrer sur quelque chose qui va plus être de l'ordre de comment on approche tous ces nouveaux outils financiers qu'on a et la manière dont on les présente à l'extérieur. Parce que je pense que c'est vraiment en fait quelque chose d'assez critique maintenant au stade où on arrive, c'est que je pense qu'on a assez de fonctionnalités, on a assez d'attrait pour l'extérieur dans ce qu'on a dans la DeFi. Le problème, c'est de rendre cet attrait et ses bénéfices compréhensibles et faciles à cerner pour l'extérieur. Et donc, c'est ce sur quoi je me concentre. Donc, avec cette approche que j'appelle un peu practical DeFi, en anglais, ça sonne mieux. Mais en gros, l'idée, c'est comment utiliser la DeFi dans la vie de tous les jours. La question, c'est pas de faire de la spéculation ou d'acheter un truc, s'asseoir dessus et d'attendre pendant 5 ans. C'est vraiment comment, aujourd'hui, vous pouvez utiliser des outils qui sont déjà live, audités, que des gens ont déjà utilisés depuis 1 an ou 2 pour certains, qui vous permettent de faire différentes choses, mais en une phrase, d'améliorer votre situation financière, puisque c'est au fond le but quand même quand on va vers ces choses-là. Et donc, en fait, c'est un peu le point que je venais de vous faire là, c'est que quand on va sur cette approche-là, la DeFi, la connaissance technique de ces outils, c'est qu'un quart du gâteau. Parce que dans le gâteau, il y a aussi des choses du genre savoir faire un budget et s'y tenir, du coup la discipline, et peut-être même des choses du style réfléchir à ses dépenses. Si vous êtes dans une optique, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les mouvements du style FIRE, aux US c'est très populaire, c'est des gens en fait qui font des plans pour avoir, par exemple, leur but c'est de prendre leur retraite à 42 ans, et ils vont faire de savants calculs, ils vont mettre de côté beaucoup d'argent, et voilà, ils vont se serrer la ceinture littéralement, et certains y arrivent, ils prennent leur retraite à 42 ans. Voilà, mais je pense qu'il y a du mérite dans cette approche FIRE, et qu'en tout cas, que les gens qui sont des adeptes de FIRE, s'ils savaient ce qui se passait dans la finance décentralisée aujourd'hui, ils seraient sans doute très intéressés. Et donc voilà, c'est un peu mon point, c'est comment on connecte tout ça et comment on a une approche qui va aller parler à d'autres qui sont en dehors de la scène crypto. Et je pense que ce qui est clé pour ça, c'est le DAI. Et donc en fait, le DAI, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on en a déjà bien parlé ici, mais grosso modo, le principe, c'est que c'est ce qu'on appelle un stablecoin, donc ça vaut $1. Il y a des mécanismes qui le stabilisent, mais il n'est pas stabilisé par une simple correspondance avec le dollar. C'est stabilisé par des mécanismes cryptographiques et par, grosso modo, la valeur de l'Ether. Bref, ça c'est technique, ça n'importe pas vraiment, c'est juste pour remettre les bases. Ce qui est important sur le DAI, c'est qu'il permet de faire plein de choses vraiment cool, qui sont utilisées dans toute la DeFi, mais notamment là je vous mets les points saillants pour moi par rapport aux produits financiers classiques. Donc, si on prend par exemple Compound qui est un service de prêt où vous pouvez faire 7 à 8% de retour annuel sur un stablecoin, il n'y a pas de KYC. Vous rentrez, vous sortez, comme ça. Il n'y a pas de capital minimum requis, vous pouvez mettre $1 si vous voulez. Et, alors là j'ai mis entrée-sortie instantanée, attention liquidité, mais oui, parce que voilà, si vous voulez rentrer, sortir sur 10, voilà, mettons sur $1000, ça va être instantané et ça va être sans frais. Maintenant, si vous voulez faire le même mouvement sur 250 000 $, va peut-être falloir le faire en plusieurs fois. Vous faire attention avant de cliquer sur le bouton. Et l'autre dimension qui est donc instantanée, parce que ça permet de faire des choses, là c'est ce projet-là que je vous mets ici qui est Sablier. Sablier, l'idée c'est qu'en fait ça permet de streamer la paye des gens. Donc vous allez employer quelqu'un sur la journée et vous lui dites voilà, moi je te paye la journée pour faire ce truc, c'est 500 $ la journée. Mais avec Sablier, en fait, vous pouvez faire en sorte qu'il va avoir sa paye qui va être streamée toutes les, je sais pas, minutes ou secondes, même tous les blocs, sur la journée. Bon, nous, voilà, ça peut sembler un peu cosmétique de l'extérieur, mais ça a plus un changement au niveau de la relation que vous allez avoir par rapport à l'argent et la manière dont vous l'approchez. Donc, juste pour boucler sur le DAI, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez peu compris de l'extérieur de pourquoi c'est aussi important. Bon, bien sûr, il y a l'aspect stable, ça, je pense que c'est assez clair. Mais un autre truc qui est déjà un peu moins compris, c'est que DAI, c'est grosso modo de l'Ether stable. Et donc, à partir de là, ça veut dire que DAI, c'est dans l'écosystème Ether. Et donc, ça veut dire que vous êtes à un saut de tout ce qu'il y a dans l'écosystème Ether. Quand je dis un saut, c'est-à-dire, en gros, vous pouvez faire un swap, un échange en un sans avoir à faire plusieurs intermédiaires pour passer sur à peu près tout ce que vous voulez. Et ça a beaucoup d'intérêt. Et enfin, le troisième que je mets là, qui est en gros, quasiment tous les produits DeFi, ils vous payent en DAI ou en dérivé de DAI.
Donc c'est un peu l'input de la DeFi, l'output de la DeFi, pardon, c'est du DAI. C'est ce que vous prenez en sortie sur quasiment toute la DeFi. Donc voilà, si on met un peu tout ça ensemble, et on va sur un truc un peu plus personnel. Donc moi j'ai tous ces petits jouets DeFi et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours et donc on arrive en gros l'idée pour moi c'était d'essayer de couvrir mes dépenses quotidiennes. Et bon, je pense qu'une des premières étapes clés de ça c'est un peu d'avoir une approche de découpage. Parce que vous ne pouvez pas partir avec l'idée que vous allez ne plus jamais payer pour un restaurant des premiers jours, ça va être compliqué. Donc moi je suis parti plutôt sur les cafés, que j'ai budgété grosso modo à 2 DAI par jour. Mais voilà, après c'est différentes étapes, à vous de voir. Mais ça, voilà, je pense que c'est plus là que je vais avoir votre intérêt. Donc ça ressemble à quoi un wallet qui vous donne 5 DAI par jour? Sachant que là, on est en gros sur 2 hypothèses, 2 mécanismes. Ici, c'est ce qu'on appelle le DAI Saving Rate. Donc c'est en gros le mécanisme de retour sur stablecoin le plus safe du marché. L'industrie est unanime là-dessus. Et le retour actuel est à 7,5% par an. Ici, on est sur de l'immobilier tokenisé sur Ethereum. Donc c'est un peu l'autre bout du spectre, c'est plus risqué, c'est plus nouveau, mais vous pouvez voir aussi que le retour est plus élevé. Et donc voilà, je vous présente un peu différents wallets. Mais grosso modo, voilà, si vous êtes un peu un fifou et que vous n'avez pas peur de vous lancer dans un nouveau protocole, il vous suffirait de quelque chose, ça reste encore un gros capital, mais il vous suffirait de quelque chose comme 15 000 $ pour produire 5 DAI par jour. Alors maintenant, on se dit 5 DAI par jour, c'est pas grand-chose, mais en fait si. Parce que 5 DAI par jour, ils sont là, on est déjà quasiment sur presque 2 000 $ annuels. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense aussi, qui va aider à terme les gens à se projeter avec l'épargne en DeFi. C'est que le DAI par jour, c'est puissant, quoi. C'est-à-dire que c'est granulaire. On peut se fixer, par exemple, arriver à un DAI par jour, c'est pas un capital énorme, mais après, c'est très facile de se projeter avec assez peu de valeur de référence, quoi. Et voilà, pour moi par exemple, une valeur que je garde en tête, c'est celle-là. Parce que, je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai vu cette valeur, elle m'a un peu laissé de marre. Parce que quand on fait le calcul comme ça, si on y pense, 274 DAI par jour, ok, c'est une belle somme. Mais est-ce que spontanément, sans faire trop de maths dans votre tête, vous allez penser que ça fait 100K annuel? En fait, moi j'ai fait l'expérience avec pas mal de gens, la plupart des gens, vous leur demandez combien il faut pour faire 100K annuel sur 7-8%, ils vont vous dire un truc, par jour, ils vont vous dire un truc dans les 500, 600, beaucoup plus élevé, quoi. Il y a une tendance à sous-estimer ça. Et donc je pense que c'est pas mal d'avoir ce référent-là. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en fait, ça, on va y revenir après. Parce que la question, en fait, c'est comment vous produisez un revenu, comment vous pouvez produire des revenus grâce à la DeFi, et après, comment vous pouvez les utiliser dans votre vie tous les jours. Donc maintenant qu'on a le référent du DAI par jour, j'aimerais juste vous montrer, parce qu'on s'est vraiment concentré sur les deux mécanismes, mais il y en a des centaines, littéralement. Donc j'ai essayé un peu de vous faire une sorte de cartographie des différents niveaux, disons, sachant qu'il n'y a pas de jugement. Hein. Par exemple, pour vous donner une idée, moi, si je dois me placer sur cette carte, je suis à peu près là. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas encore sérieusement mis de l'argent sur les synthétiques. J'ai commencé à regarder les liquidités, mais voilà. Mais mon point étant qu'en fait, juste sur le début de la carte, vous avez déjà énormément de choses que vous pouvez faire et beaucoup d'opportunités. Alors, ce premier point, il est un peu ennuyant parce qu'au final, c'est plus des fondamentaux, avoir votre wallet, le sécuriser. S'il vous plaît, vos sites phrases dans 2 ou 3 locations physiques différentes, ces choses-là. Et savoir faire des swaps ou des choses assez basiques. C'est plus ici que les choses intéressantes se passent, puisque une fois que vous avez ça en main, donc vous avez un wallet et vous savez comment échanger des tokens et vous avez sécurisé votre wallet, vous pouvez du coup accéder à tous les mécanismes, tous les protocoles de DeFi assez simples, qui la plupart s'accèdent en fait en un swap. Vous faites un échange de votre Ether pour un token donné et hop, vous êtes dans le protocole. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Après là, ça va être des revenus plus variables, qui ne vont pas être dans des stablecoins, et qui sont plus risqués en général, donc c'est plus pour des utilisateurs plus avancés. Et là, c'est pareil, on va être sur des positions, vous prenez des longues, des shorts, des positions inverses, donc c'est plus pour les gens qui savent ce qu'ils font. Alors là, du coup, c'est la même chose, mais en deep dive, en allant un peu plus dans le détail. C'est un peu la galaxie de la DeFi, quoi. Donc en gros, ça part du niveau le plus fondamental qui est Maker, donc là où le DAI est produit. Mais maintenant, il faut faire attention, c'est là où le DAI est produit, mais c'est aussi là où du DAI est verrouillé pour faire un intérêt avec le DSR. Donc il y a un double niveau là. Après, il y a tous les protocoles de prêt, et ça a un sens large, le prêt. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, je vous ai mis le Compound dont tout le monde parle. Ça, c'est BZX Fulcrum, c'est un peu moins connu, mais c'est le même principe. Ça, c'est avec par le même principe.
Mais par exemple, ces deux-là, c'est des protocoles en fait qui sont construits sur Compound. Je pense que celui-là, c'est le plus intéressant. Pool Together, vous avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle une no-loss lottery. En fait, le principe est super simple. Vous achetez un ticket de loterie, donc vous allez acheter par exemple un die. Votre die va aller être mis en commun au niveau de Pool Together, prêté sur Compound pour faire un retour. Et après ça, à la fin de la semaine, tout le monde récupère son die initial et on a des intérêts qui ont été générés pendant une semaine, et bien ces intérêts ils vont pour le gagnant. Du coup, on a effectivement une no-loss lottery. Personne n'a perdu de l'argent, le gagnant a gagné de l'argent. Et ça, c'est RDAC, c'est le même principe, mais pour les donations. C'est ce qu'on appelle no-loss donation en anglais. Et donc, en gros, c'est vous verrouillez un capital qui va générer de l'intérêt, et cet intérêt est envoyé à l'association de votre choix ou des choses comme ça. Et voilà, c'est le même principe. En gros, on met de l'argent en commun, on lui fait faire quelque chose, et après, en fonction des services, soit c'est pour votre pomme, soit ça part pour quelqu'un d'autre, soit ça plante des arbres, même maintenant, il y a plein de trucs. Le troisième niveau, donc, qui est la liquidité, ça va plus être au niveau de Pascal, mais l'idée, c'est en gros, il y a plein de services d'échange décentralisés où il va y avoir besoin que des gens apportent ce qu'on appelle cette fameuse liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est en gros, vous allez arriver, on prend un truc super simple, les gens, ils veulent faire de l'échange de l'Ether à DAI, ben vous allez arriver sur ce service et vous allez dire, voilà, j'ai 50 Ether et j'ai l'équivalent de 50 Ether en DAI, je les verrouille sur le protocole pour aider les gens à faire leurs échanges, et moi, en échange, je prends une commission, une partie de la commission qui est collectée sur ces échanges. C'est le principe de base. Et du coup, les synthétiques, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais en fait, il y a aussi d'autres trucs, parce que ça va beaucoup plus loin. Il va y avoir tout ce qui va être les marchés de prédiction, l'assurance, où là aussi, il y a des opportunités de faire des retours, mais c'est bien sûr beaucoup plus compliqué. Et je vous ai mis dans un coin un peu à part en haut réalité, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, réalité, donc c'est l'immobilier tokenisé sur Ethereum, mais il y a un KYC pour pouvoir y accéder. Du coup, est-ce que c'est de la DeFi ou pas? C'est à vous de le dire. Moi, je ne me prononce pas sur ce débat. Juste pour boucler tout ça, je voulais juste finir sur ce chiffre-là, parce que vous avez sans doute entendu parler de ce fameux milliard. Donc alors maintenant on est plutôt à 1,2 d'ailleurs, hein, mais en gros c'est la valeur totale en dollars de ce qui est verrouillé dans les différents protocoles DeFi. Maintenant, moi j'aimerais bien, en fait, juste voilà, passer un peu de temps là-dessus, parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont un peu surpris. Alors, c'est 1 milliard d'équivalent en valeur de dollars. Ce n'est pas que des Ethers. Et ça, je pense que c'est un point à bien comprendre pour voir tout le niveau. Donc voilà, les proportions ne sont pas forcément là sur ce graphe, mais ce qui est important, c'est ici, c'est les valeurs ici. J'ai mis les valeurs autant que j'ai pu. J'ai pas mis les valeurs en dollars parce que le prix fluctue beaucoup en ce moment vers la hausse. Mais donc, par exemple, si on prend Maker, c'est grosso modo 2,7 millions d'équivalents Ether. Mais attention, il y a en fait 2,4 millions d'Ether, le reste étant des DAI qui sont dans le fameux DAI Saving Rate. Ça, c'est un premier niveau où il y a déjà des confusions. Mais par exemple, sur Compound, on a environ un demi-million d'Ether verrouillés, équivalent Ether. En effet, c'est Ether qui est la plus grosse pool sur Compound, mais il y a aussi du DAI, il va y avoir du BAT, du REL, du ZRX et d'autres trucs. Et pareil aux autres niveaux. Donc en fait, mon point que je voulais vous porter sur cette slide, c'est que dans ces 1 milliard, c'est pas que de l'Ether. C'est pas que de l'Ether. Par exemple, ici, là, 135 millions de dollars juste en SNX. Le point étant, voilà, juste il faut faire attention à ça, parce que c'est un truc que j'ai vu tourner partout, où tout le monde célèbre l'équivalent d'un million d'Ether en DeFi, c'est pas exactement le cas. Mais après, voilà, c'est juste, d'ailleurs, oui, c'est intéressant, juste pour boucler là-dessus, c'est aussi, ça va jouer par exemple sur le risque que vous prenez sur un protocole donné. C'est-à-dire que par exemple, pourquoi on dit que Maker c'est aussi sûr que ça? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans Maker? Il y a de l'Ether qui est le token qui a le plus de valeur dans le système. De l'autre côté, sur SNX, on a le token natif de SNX et SNX qui a beaucoup moins de liquidité et beaucoup moins de valeur. Donc, voilà, on peut s'attendre à plus de volatilité sur SNX et en gros, le risque est plus élevé sur SNX. Et ça se voit même au niveau des choix techniques qui ont été faits dans les protocoles. Ouais, bon, après, voilà, c'est trop technique, ça pourrait pas. Mais on en parlera après s'il y en a des gens qui veulent creuser. Voilà, donc juste pour boucler là-dessus, je voulais faire un parallèle avec, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la DEF CON l'année dernière, mais une des présentations qui avait fait beaucoup de bruit, c'est Mariano Conti qui travaille à Maker Foundation. En gros, il nous expliquait comment il utilisait à l'époque DAI et différents services DeFi pour suivre une inflation de 50% à l'époque en Argentine. Super talk, et il y a eu une traduction qui a été faite en français. Vous avez le lien dans la slide, elles seront postées. Donc je vous invite à aller lire si vous n'avez pas vu. Mais voilà, en fait, mon point, c'est que je pense qu'en un an, il y a eu des changements. Je pense que la comparaison, en fait, entre mon approche et celle de Mariano,
ça vous donne une idée de l'ampleur du changement qu'il y a eu en un an dans l'industrie, mais aussi juste en fait qu'un point essentiel, c'est que Mariano il cherchait à résister à une inflation de 50% sur une monnaie locale qui était vraiment une des pires qu'il pouvait avoir. Moi, je suis dans un pays où, bon, vous pensez ce que vous voulez de l'euro, mais a priori, c'est quand même assez stable. On n'a pas de problème d'inflation 50% annuel. Pourtant, j'ai quand même de la valeur à aller dans la DeFi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là. C'est un peu ce que je vous mets ici. C'est-à-dire que, dans la perspective de Mariano de survivre, un des plus gros problèmes pour lui, c'est de rentrer et sortir. Il a du Pesos qui va très vite rien valoir. Il faut qu'il le change en quelque chose crypto. Bon, lui, il se fait payer immédiatement en DAI, donc cette étape-là, il l'a résolue. Mais après, il a le problème inverse, c'est que tous les mois, il va avoir besoin de changer un peu de ses cryptos en pesos pour faire ses dépenses de tous les jours. Et ça, c'était un des plus gros problèmes pour lui. Il en parle dans son talk. Les mécanismes de sortie, c'est compliqué. Il y a de la perte à ce niveau-là. Son objectif, c'était vraiment sur la préservation de son capital. Il y avait assez peu d'idées de le faire fructifier. Et bon, voilà. Après, au niveau des outils qu'il utilisait, c'était plus dû à l'état du marché à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tous ces nouveaux jouets qu'on a maintenant. Mais du coup, moi, dans ma perspective, et on va revenir sur Monolith là-dessus, c'est que pour moi, la rentrée et sortie, elle est extrêmement simple par rapport à Mariano. C'est-à-dire que bon, moi, comme Mariano, je suis payé en crypto, donc l'entrée, c'est pas un problème. Mais contrairement à Mariano, moi, j'ai une carte qui me permet de sortir à frais minimal. Il n'y a pas ça en Argentine. Donc en fait, pour moi, repartir sur de l'euro ou des pounds, ça n'a jamais été un problème. Et du coup, avec cette différence-là, mon objectif change. Il est plus sur je ne suis pas dans une logique de préserver mon capital, je suis plus dans une logique de le développer, voire de prendre des risques pour le développer grandement. Et donc voilà, là, ça va être des supports un peu différents. Donc juste par rapport à la sortie, désolé, j'ai un peu... Mes slides n'étaient pas dans l'ordre. Comment je sors, vous le savez sans doute, mais bon, je préfère vous le remettre là. J'utilise Monolith, qui est la compagnie où je travaille. On propose un service qui est en fait assez simple et super utile si vous êtes impliqué dans la DeFi à n'importe quel niveau. D'un côté, un contract wallet sur Ethereum qui sécurise vos cryptos. De l'autre, une carte pour les dépenser. Désolé, je ne voulais pas faire de la publicité mensongère. Elle est verte, on voit la carte. Et donc, oui, l'avantage, c'est que en termes de frais sur le DAI, on a 1% qui est le plus bas que vous pouvez trouver sur le marché. Ce frais ne part pas à nous, il va à la communauté. Et je vous ai mis... c'est un peu trop petit. Mais il y a un peu de teasing. En gros, le point étant qu'on a beaucoup de choses qui arrivent sur l'application cette année, et notamment un on-ramp, des swaps, du gasless, des choses comme ça. Donc, à terme, dans un horizon de 3 mois, 3 à 6 mois, vous allez être en mesure d'en gros accéder à tous les services DeFi principaux immédiatement depuis votre Monolith, et après de passer vos DAI sur votre carte en quelques secondes. Pardon, on revient de l'autre côté. Hop. Du coup, pour boucler là-dessus, je pense que ça a de la valeur de faire le parallèle avec Mariano Conti, mais en même temps, il faut vraiment comprendre que l'essentiel de la différence est juste dû à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on tous les deux, on utilise les outils qui sont à notre disposition. Lui, il a fait son talk en octobre de l'année dernière, il y a un petit bout de temps. Il n'y avait pas autant d'outils, donc c'était pas aussi, il n'allait pas autant dans les... Il était plutôt sur du CDP et du Camp. Mais maintenant, moi, je pense que ce qui est vraiment le truc qui m'enthousiasme, qui me fait plaisir là-dessus, c'est qu'au fond, tous les deux, on agit juste dans notre propre intérêt. Lui, il préserve son capital, moi, je le fructifie. On n'est pas dans une logique de servir le monde ou quoi que ce soit. On est dans notre intérêt personnel, mais notre intérêt personnel a été aligné sur un intérêt collectif. Donc, par exemple, Mariano, il créait des CDP, donc en gros, il faisait de la création, il créait des DAI, il apportait ces DAI sur le marché. Il a rendu un service aux gens à ce niveau-là. Moi, j'apporte plutôt de la liquidité et des capitaux aux gens qui empruntent de l'autre côté, vu que je prête mon argent. Mais pareil, je fais quelque chose où moi, ce que je gagne, c'est un retour. C'est du 7, 8, 9, 10, 12, 15% annuel. De l'autre côté, ce que l'autre gagne, c'est un service. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment, en fait, unique, si on y réfléchit. Parce que je ne connais pas d'autres systèmes qui font... Peut-être aller des choses comme Wikipédia ou des choses comme ça, mais il n'y a pas la valeur monétaire dans Wikipédia. C'est juste, on rend un service et on y trouve, c'est l'idée d'avoir rendu service aux autres qui vont pousser les gens à contribuer, des choses comme ça. Alors que là, au final, on a un truc qui est beaucoup plus résilient pour moi, parce que tu as deux acteurs dans leur intérêt personnel qui font ce qui est juste le mieux pour eux, mais qui rendent service, qui apportent un service à toute la communauté. Et on est juste au début de tout ça, avec des cas d'usage assez simples. Voilà, on en parlait déjà tout à l'heure, il commence à y avoir des trucs au niveau, par exemple, des assurances mutuelles décentralisées.
voilà, laissez ça reposer dans votre tête une minute quand on y pense, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même assez fou. Ou même le no loss not good, ça va assez loin. Mais c'est vraiment le début de l'iceberg. Voilà, du coup, si vous voulez, je peux vous faire des petites démos rapides. Je sais pas si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble concrètement. Sinon, on peut rentrer dans le détail de mon wallet. Ou alors, je peux poser quelques questions. C'est à vous de me dire. Démo. Démo Ouf. Ok, alors voyons voir. C'est bien, en plus, je n'avais pas préparé la démo. Non, on peut faire des petits trucs. Allez, on va montrer. Il faut juste que je trouve ma souris. Bon, c'est l'écran. Merde, juste là. Il est sur le mauvais écran. Désolé. Alors. Putain. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Alors. Je la vois toujours. Ok. Du coup, on va être sur des trucs, on va rester sur du desktop, je pense que c'est plus simple. Pour être transparent avec vous, moi j'essaie de faire le plus possible sur mon téléphone, parce que je n'aime pas faire ça sur l'ordinateur. Mais les outils sur le téléphone sont encore assez limités, c'est surtout pour vous présenter l'écran de mon téléphone sur cette télé, ça va être un peu compliqué. Faut que je me connecte. Oh, c'est bon, c'est déjà mis. Donc là, on est sur Paraswap, qui est donc un service qui vous permet de faire, Paraswap agrège tous les échanges décentralisés et vous permet d'aller simplement, en fait, dès que vous avez besoin de faire un échange, aller sur Paraswap, c'est juste une manière de ne pas avoir à vérifier les prix sur 40 services différents. C'est Paraswap qui le fait pour vous. Donc si par exemple là, je vais vous montrer un truc simple. Donc BAT, c'est un token sur Ethereum, mais donc je voudrais acheter du BAT. Voilà, je mets ça sur Paraswap, je lui dis que je veux mettre 0,1 ETH en BAT, et il va me sortir immédiatement, ah tiens, là c'est le taux sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, et lui il me trouve le meilleur chemin pour que je prenne mon prix sans me prendre la tête. Tu pourrais agrandir un peu. Ouais, je vais essayer de zoomer, c'est vrai que c'est petit. Ouais, même pour nous, c'est... Donc en fait, je peux vous montrer un truc sympa. Alors, on va faire les deux, on va faire un mix de démo et de wallet. Donc ce qu'on peut faire avec Paraswap, c'est que vous pouvez faire un swap depuis votre wallet et l'envoyer directement sur quelque chose d'autre. Donc là, on va faire un truc simple. Ça, c'est le fameux Compound DAI dont je vous parlais. Donc là, je vais prendre 0,1 ETH, ça fait quoi? C'est $25 maintenant, un truc comme ça. Et je vais les mettre en CDAI, donc ils vont faire ce fameux 7,75% annuel ou un truc comme ça, je ne sais plus, vous le voyez. Et ça va directement sur mon wallet Monex. Donc là, j'ai soumis la transaction, il faut juste que je la confirme avec le wallet. Et ça part. Donc là, on peut voir qu'elle est en train de mouliner. Hop, je vais la montrer, on est sur 55,20 €. Et success. Ça, maintenant, on va la prendre. Donc si vous allez ici, hop. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de loin, je vais mettre le bureau. Donc hop, là on est sur SRScan, donc pour voir ce qui s'est passé sur mon wallet. Et donc là on peut voir l'entrée, je viens de recevoir il y a 35 secondes de Paraswap, mes fameux compounds que je venais d'acheter sur mon wallet desktop. Démotel. C'est un peu tendu, Ouais, je vous propose pour le téléphone, je pense que c'est plus simple qu'on le fasse tout simplement après. Vous venez me voir et je vous montre directement sur le tel. On n'a pas prévu de quoi broadcast. USB-C, t'as quoi? Comment? C'est un USB-C, j'en ai avec toi. Ouais, non, mais c'est pas juste la question du câble, c'est après partager l'écran sur l'ordi, ça, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais.
tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 1% de frais pour dépenser ces cryptos avec la carte là que tu as présentée. Ouais. Ça allait à la communauté. Ouais. Et je voulais savoir en fait s'il y avait un business model autre derrière ou pas. Ouais, alors ça en fait ça part initialement c'était une vision qui vient de notre crowd sale qu'on a fait en 2017 et en fait c'était une des promesses du white paper. Donc l'idée c'est que chaque top-up qui passe par la carte a ce pourcent qui part dans ce qu'on appelle le coffre communautaire. Et le coffre communautaire est possédé par les gens qui possèdent notre token, le TKN, qui peuvent ensuite réclamer leur part des frais. Voilà. Du coup, c'est le seul frais qui reste sur DAI, donc c'est pour ça que c'est le seul pourcent qui part. Et quand je dis qu'il ne va pas à nous, littéralement, il ne va pas à nous, il va dans ce coffre qui appartient au possesseur de TKN. Donc c'est un frais ou pas, ça c'est à toi de me dire. Des questions? Vous êtes prêts pour Pascal? Ouais. Au niveau des risques, parce qu'il y a Bien sûr. 12% de revenus, il y a des risques en face, et Ouais, bien sûr. il n'y a pas beaucoup de liquidité parce qu'il y a du risque, et s'il y a beaucoup de liquidité, il y a moins de rendement. Ouais. Du coup, on ne peut pas mettre tous 100 000 $, parce que du coup, les rendements s'effondrent. Alors, il y a toujours du risque. Il y a du risque, bien sûr, mais on communique dessus de mieux en mieux, je trouve. Et c'est un des trucs que moi, j'essaie de championner personnellement, de pousser, par exemple, dès qu'il y a de la recherche qui est faite sur les risques ou des choses comme ça, je pousse. Et ça, c'est vraiment une initiative qui a vraiment apporté pas mal qui a apporté beaucoup de clarté à ce niveau-là. Donc ça, c'est une initiative ouverte et communautaire qui est portée par Consensus, qui est une compagnie, bon, pas forcément besoin de savoir. Mais grosso modo, c'est justement ta question à laquelle ils veulent répondre. C'est, ok, maintenant je peux faire de l'argent avec tous ces protocoles, mais quel risque je prends? Alors, et en fait, ils vous permettent vous prenez un token, donc là par exemple on est sur DAI, et ils vont vous comparer tous les différents services. Donc là, DDEX, je vous en ai pas parlé, c'est un plus petit. Fulcrum, DYDX, avec des X, Compound, voilà, et ainsi de suite. Et donc tout à l'heure, celui dont je faisais référence, par exemple, j'ai pris le moins risqué des retours stables, c'était le fameux, ce que j'appelle le DSR, qui est Maker Oasis ici, qui est à 9,7. Et en fait, le risque est beaucoup plus faible sur ce support-là, parce qu'il n'y a pas de prêt dans le DSR. Vous êtes juste payé, en fait, pour accepter de verrouiller vos tokens. C'est un mécanisme de stabilisation sur le DAI. Alors que, par exemple, sur un service comme Compound, que vous voyez juste à côté, vous voyez l'écart dans le score, déjà, il y a 1,6 point de différence sur 10, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a au minimum un niveau de risque supplémentaire, vu que votre argent est prêté à quelqu'un, au minimum. Mais en fait, en réalité, il y en a plusieurs, parce que s'il est prêté à quelqu'un, ça veut dire, donc il y a ce prêt, mais il y a un smart contract pour assurer le prêt, donc c'est plus de risque au niveau du smart contract, et ainsi de suite. On peut faire des boucles infinies de prêts comme ça, hein, ou pas? En soi, oui, ça commence déjà. Et tu vois, c'est par exemple, c'est aussi un des trucs, pour revenir sur le fameux, bon, je sais même plus où c'est pas grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le milliard qu'il y a dans la DeFi, par exemple. Une des choses que les gens voient pas très bien, c'est que tu prends un NIS bloqué dans la DeFi, dans Maker, ça va te créer des DAI, mettons par exemple 100, pour être simple. Maintenant, ces DAI, tu peux très bien les mettre dans Compound ou dans le DSR. Et là, du coup, tu as un NIS initial qui a été verrouillé, qui t'a donné 100 DAI, puis tu as reverrouillé les 100 DAI. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir d'un NIS, tu as dérivé une certaine valeur qui peut être plus élevée que la valeur même d'un NIS, puisqu'en final, tu vas choper 2 tiers de la valeur de ton NIS maximum sur Maker, que tu peux après réinvestir sur n'importe quoi. Et on multiplie aussi les risques. Du coup, oui. Alors après, ça dépend aussi dans quel système tu le fais. Par exemple, le faire juste sur Maker, ça n'aurait pas vraiment de sens, parce que tu ne peux pas faire d'argent, mais tu vas payer un taux que tu vas gagner après en bloquant. Donc, où il y a une petite différence parfois, mais elle est assez faible, ça va être assez compliqué. C'est plutôt des mécanismes où les gens vont aller verrouiller de l'Ether sur Maker pour avoir leur DAI. Après, avec leur DAI, ça dépend des conditions du marché. Le mécanisme basique qui arrive le plus souvent, c'est que tu vas juste réexposer Alice avec ton DAI, par exemple. Tu vois, donc, là, par exemple, voilà, utiliser la DeFi de manière maligne sur les 3 dernières semaines, c'était typiquement ça. Vous ouvrez un CDP il y a 2-3 semaines, vous ramassez des DAI sur votre Ether, vous mettez ces DAI sur de l'Ether, maintenant vous êtes exposé à plus de 100% grosso modo sur votre IS, et vous ramassez la vague qui monte à 50%, mais en ayant une surexposition. Bon, ça après, c'est d'autres choses. Moi, je suis plus dans une approche vraiment de revenu passif que d'aller faire des trades comme ça, quoi, pour prix en fausse. Ouais. Parce qu'effectivement, là, la solution, elle est quand on a des DAI. Ouais. Et souvent, on a des Ethereum, on veut rester en Ethereum, on veut générer du revenu passif sans perdre la corrélation avec la hausse. Ah, l'Ether, ouais.
Et comment aujourd'hui les solutions émergent? Est-ce qu'il y a des choses? Ouais, alors à ce niveau-là, les solutions émergent. Comme je vous le disais, ça va être. Attends, je vais essayer de retrouver le graphe. Ça va plutôt être au niveau de tout ce qui va être les pools de liquidité. Et donc ça, c'est plus avec. Ça va se passer avec Pascal tout à l'heure. Parce qu'en gros, comme tu le disais, ouais, par exemple, le cas typique, bon, moi j'en ai pas trop fait, mais sur la liquidité, les cas typiques, ça va être, comme tu dis, tu veux maintenir une exposition à l'IS, je sais pas, mettons, par exemple, tu as un token auquel tu crois vraiment, tu veux aussi t'exposer à ce token, bah, tu peux typiquement, tu vas aller sur notre petite licorne préférée sur Uniswap. Mettons que ton token, c'est par exemple les Synthetix, puisqu'on en a parlé. Donc tu crois aux deux, en IS et SNX. Bah, tu vas prendre ton capital, tu le sépares 50-50 IS, SNX, et après tu vas sur Uniswap et tu apportes ta liquidité sur la pool. Et du coup, n'importe qui va faire un échange de SNX à IS ou de IS avec SNX, il va te payer une petite commission. Voilà. Après, le problème de ça, et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas encore trop poussé dessus, c'est parce qu'en fait, il y a un scénario qui est tout à fait possible où tu gagnes des tokens mais perds de l'argent, par exemple. Il suffit qu'il y ait une dépréciation de la valeur du token dans lequel tu étais. Alors que les rendements, moi, c'est vraiment ça que je pense que je veux vraiment stresser là-dessus, c'est faire 7% et demi sur un truc qui traque le dollar, c'est quand même indécent, quoi. Faut réfléchir 2 secondes, quoi. Il y a littéralement, en fait, au niveau... bien sûr, il y a des risques au niveau des smart contracts et tout ça, mais en termes de la valeur, si le mécanisme fonctionne, vous n'avez pas de risque de perdre de l'argent, quoi. C'est quand même quelque chose qui, pour moi, a un intérêt, quoi. Ouais, pardon, je l'avais pas eu. Les indices qui 40, c'était Pardon, juste un peu plus fort? est-ce que tu as des indices? Ah, des indices pour suivre un peu le marché. CAC 40 ou t'as juste un peu... Alors, ouais, on est encore à un marché assez jeune. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Il y en a un qui me vient en tête. On parlait de Synthetix tout à l'heure, donc qui permet de faire des produits synthétiques. Ils ont lancé récemment un indice DeFi. Et en fait, ce qu'ils font avec cet indice, il me semble, c'est qu'en gros, ils te suivent 8 tokens, il me semble, ou quelque chose comme ça, qui sont, voilà, les 8, ça va être Maker, Kyber Network, il y a probablement Synthetix dedans, et ouais, je sais pas, je les ai pas de tête là. Mais voilà, en gros, ils ont pris les 7-8 gros tokens de la DeFi, ils les ont pondérés par rapport à leur cap relative, et ils t'ont fait un indice de ça sur lequel tu peux investir en un clic. Oui, si ça peut aider les gens, pourquoi pas. Bon, allez-y. Dans l'idée du revenu passif, Ouais. il y a aussi tout ce qui est autour de Tezos, ces choses-là, finalement des protocoles qui nativement génèrent du revenu. Ouais. C'est pas de la DeFi dans le sens comme on a parlé, hein, mais ton avis là-dessus, Alors, honnêtement, je vais pas avoir d'avis parce que j'ai pas regardé Tezos de manière assez soutenue pour me prononcer. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est plus, c'est loin d'arriver à ce niveau-là, quoi. C'est juste, allez, 3 ans, 4 ans de là, vraiment, si on est, parce que ça implique. Regarde toute la chaîne. Où on est sur Tezos? On n'est même pas encore là. Hein. On n'est même pas encore là. On est là sur Ether. Hein. Donc il y a quand même un bel arc-en-ciel au milieu, quoi. Et puis c'est surtout, tu vois, bon, le stacking, c'est un truc. Mais moi, par exemple, un des mécanismes que j'utilise le plus, c'est réalité. Parce que réalité, si tu prends déjà le rendement de base des propriétés, ça va être entre 10 et 13%. Maintenant, si tu prends le fait que tu peux vendre tes propriétés avec une plus-value et qu'il y a des programmes d'incentive de liquidité maintenant qui commencent à se lancer, si t'es un petit roublard et que t'es malin comme Pascal, tu peux probablement sortir un retour à 2 chiffres assez... Enfin, même moi, je le sors le retour à 2 chiffres, alors que je suis pas très malin avec mon argent encore, tu vois. Donc, c'est plus là que sont les opportunités, quoi. Et c'est surtout, encore une fois, c'est pour ça que je stressais, c'est parce que ça paye en DAI. Ça change tout, quoi. Tu me payes en Tezos. Même si tu me payes 1000 Tezos par jour, peut-être que ça vaut 0 ton truc, tu vois. Maintenant, tu me payes en DAI, tu me payes 5 DAI par jour. Bah, déjà, je sais que ces 5 DAI, ça vaudra toujours $5. Et surtout, maintenant, c'est pour ça que je vous avais mis le tableau tout à l'heure. Parce que maintenant, je peux commencer à faire mes petites maths dans ma tête. Ah, ok, alors 5 DAI par jour, ça me fait tant par mois, par an, et ça me permet de couvrir ci et ça. Maintenant, si je double mon capital, alors j'ai 10 DAI, je peux faire ci. Il y a le côté stable, dans le sens que alors, le taux de retour du DSR, il fluctue et tout ça, bien sûr. Mais le fait d'être payé en DAI, moi, je pense que c'est vraiment un truc qui change la donne. En termes de à quel point ton revenu devient prédictible et prévisible. Il y avait une question par là, je crois, non? Ouais. Tout
ça pas mal tous les jours, moi aussi. Ma grosse prière, c'est le jour où je vais pouvoir expliquer aux impôts. Comme j'ai dû leur expliquer les bitcoins et les BTL. Alors, ouais. 3 ans. Et je voulais te demander si dans ton pays, tu as déjà pensé fiscalité. Ouais. Ou tu dis, on verra ça plus tard, comme je suis en train de faire en ce moment. Alors, ouais, quand j'ai commencé ce talk, je me suis dit, je suis prêt à tout, même à me doxer personnellement. Vous avez vu mon adresse EPR, mais je vais laisser ce côté-là, ce sujet-là sur le côté. Parce que j'ai pas l'expertise pour t'apporter de la valeur dessus, et c'est aussi un casse-tête pour moi aussi, je te rassure. Il y a un autre sujet qui est la requalification du DAI en produit financier. Ouais, alors ça après c'est tout un... véritable épée de Damoclès quand même. Ouais, bah, en fait le problème c'est que la question de la taxe, si vous voulez rentrer un peu là-dedans, parce que j'ai regardé un petit peu, mais ça en devient indécent de complexité. Donc par exemple si on prend juste le cas de Maker, hein, donc c'est-à-dire, vous vous souvenez de la galaxie, juste au premier niveau de la galaxie, Maker, il y a déjà des débats énormes. Par exemple, le DAI, en lui-même, c'est juste un stablecoin, ça vaut $1, ok, c'est simple. Maintenant, le DAI, verrouillé dans le DSR, ça vous donne 7,5% à l'année. Quelle imposition sur ces intérêts? C'est un premier truc. Mais là, maintenant, c'est toujours un DAI que vous possédez vous-même et que vous avez verrouillé vous-même dans le DSR. Maintenant, vous prenez quelque chose comme Chai, c'est grosso modo ce qu'on appelle un DAI dans le DSR wrappé, donc c'est une sorte de représentation d'un DAI dans le DSR que vous pouvez ensuite échanger avec d'autres personnes. Et bien en fait, on se rend compte qu'avec l'état des textes actuels, en tout cas en Angleterre, le DAI dans le DSR n'aurait pas le même statut en taxe que le Chai. Alors qu'en fait, ils sont la même chose. C'est juste manifesté de manière différente d'un point de vue technique. Alors, je vous ai peut-être un peu parlé avec tout ça, mais mon point étant que c'est compliqué. Personne, littéralement personne ne sait là-dessus. Là, tu me demandes à moi c'est pas mon boulot, hein, mais tu demandes à un gars spécialiste des taxes, dis-moi, explique-moi entre DSR et Chai, c'est quoi l'imposition? Tu lui fais péter sa tête, hein. Mais la réalité, c'est que les systèmes eux-mêmes, ils vont devoir faire cet arbitrage. C'est-à-dire, soit ils vont devoir sortir de certains pays, soit ils vont devoir s'adapter. Et nous, la seule chose qu'on est censé faire aujourd'hui, c'est juste garder une liste de toutes les transactions. Donc, c'est ce qu'on faisait avant pour le Bitcoin. Et Oui. Oui, et puis, bah, l'avantage c'est que du coup, si ton seul impératif c'est une liste de toutes les transactions, bon bah avec Ethereum c'est plutôt facile, quoi. T'as ton wallet, t'as Etherscan, c'est réglé, quoi. Donc là-dessus, ouais. Mais au bout d'un an, il faut les payer, ces impôts. Ouais. Si on les paye pas. Mais déjà, il faut avoir une idée de qu'est-ce que tu payes, encore une fois. Il faut attendre le fisc. C'est pas ça. Le fisc il prend tout. Hein. Ah. Il fait 80% et voilà. Là, je suis un peu triste parce que pour préparer le talk, j'avais un peu regardé le talk de Mariano, il avait la question des impôts et lui il avait joué le joker. Ah, vous savez, il y a des gens du monde entier, c'est tellement spécifique à mon pays, je veux pas vous ennuyer avec ça, personne ne va comprendre. Donc on va dire que je viens d'un autre pays. Après, il y a toujours la solution du pool together et d'espérer avoir finalement le rendement qui est c'est la loterie, quoi. Et on n'est pas imposé sur la petite loterie. Alors voilà, par exemple, mais en plus de ça, c'est que, et justement, et c'est aussi, tu en parles, et je voulais en mentionner, c'est qu'actuellement, par exemple, Pool Together, c'est plus rentable que Compound. Parce qu'en fait, c'est construit sur Compound, mais comme ils mettent de l'argent de l'externe en plus pour augmenter les pools, mathématiquement, tu fais plus d'argent avec Pool Together qu'avec Compound. Et c'est quand même bien plus fun de faire ton argent sur Pool Together. Mais le problème, c'est que c'est moins prédictible aussi. Donc, comme moi, là, je suis dans une approche plus revenu passif, je suis pas allé sur ce chemin-là, mais ouais, personnellement, jouer à Pool Together. Vraiment, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, sur Pool Together, j'ai une question. Ça coûte rien, littéralement. J'ai l'impression que tu rentres au début de la loterie ou à la fin, tu as la même chance de gagner. Alors, en fait, c'est des cycles. Vous me faites signe si je suis trop long là-bas. C'est des cycles. Donc, il me semble que la première pool était mensuelle sur du DAI et qu'ils ont lancé récemment une pool par semaine. Et du coup, en fait, à chaque fois, il y a une période, il y a un moment où ils font le tirage. Donc, je crois que la pool semaine, elle est en USDC, le tirage se fait le vendredi. Et en fait, tu dois être une période complète dans le système pour pouvoir être gagnant. Donc, c'est-à-dire le gars qui arrive jeudi soir, non, il n'arrive pas en touriste jeudi soir pour taper la pool du vendredi. Non, ça veut dire qu'en gros, il va être un jour où il sert à rien, il est juste là, mais ça compte pas. Et après, sa première période complète commence le vendredi d'après, donc il tape ses premiers gains le premier vendredi suivant. C'est pour éviter justement ces attitudes opportunistes de gars qui viendraient raquer le butin pour la dernière minute. Il n'y a pas une opportunité de faire sauter le DAI, il y a 150% de collatéral, du coup il y a une incitation à faire des mouvements sur les terres pour casser le DAI, non? Pour le faire sauter, en fait, si on fait sauter toute la chaîne des contrats. La chaîne. Alors,
Bon, on parle de quoi là? D'un risque au niveau des smart Oui, de d'un risque l'équivalent smart contract Ouais. ou en gros, Non, quelle est la résilience du système à des mouvements? financier important Ok. avec le collatéral Ah. taille. Bah, à ce niveau-là, on a quand même des points de référence assez intéressants. On a le dernier crash de l'Ether où Maker tournait. On a quand même vu un Ether passer de 1100, 1200 dollars à grand chose. 86 $. Voilà, avec un DAI qui a maintenu son peg plus ou moins. Je vous dis pas qu'il est resté à 1,00, mais il est resté dans sa range de raisonnabilité par rapport à 1,00. Pour l'instant, il n'y a pas eu un seul défaut. Parce qu'on parle du risque, mais il n'y a pas eu de défaut. Il y a pas eu. Alors c'est ça la beauté du truc, c'est que d'un point de vue, c'est vrai que c'est assez puissant quand ils pensent parce que Ethereum existe depuis 2014. Techniquement, il n'y a pas eu alors il y a eu des problèmes bien sûr, mais il n'y a pas eu de défaut, de bug d'un point de vue technique, d'un truc qui n'aurait pas dû arriver, qui est arrivé. Quoi. Il y a eu des contrats qui ont été défaillants. Il y a eu des contrats défaillants, mais ça devait arriver. C'est-à-dire que le contrat a été programmé de manière défaillante par défaut. On ne s'en est pas rendu compte. On a commencé à utiliser le contrat et des problèmes sont arrivés. Mais d'ailleurs, on a appris de ces choses-là parce que maintenant, par exemple, les audits. Moi qui suis dans la scène depuis 3 ans, il y a 2 ans, personne n'en avait rien à faire d'un audit. Hein. Mais littéralement. Maintenant, par exemple, vous prenez un truc comme Curve Finance qui est sorti sur le mois dernier. Ils n'étaient pas audités, mais ils vous proposaient des rendements assez élevés. La plupart des gens n'ont pas touché à ça. Ils voyaient le 30% sur DAI ou autre. Ils disaient, ah, bon rendement. Après, ils voient, ils touchent le truc, il n'y a pas de... Non, j'y vais pas. Donc il y a déjà quand même un côté, une certaine maturité industrielle à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi le collatéral de DAI? C'est de l'Ether. C'est de l'Ether en gros, tu vas prendre un Ether et tu vas pouvoir dégager jusqu'à 2/3 de sa valeur en DAI. C'est comme ça que tu crées le TDR de comment tu crées du DAI. Et en ce moment, la collatérisation moyenne est à 420. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un bon point à lever, ça, c'est que de base, vous avez, par exemple, vous avez un Ether à 100 dollars, vous le mettez dans le DAI, le maximum que vous pouvez prendre, c'est 2/3, donc 66 DAI. Mais maintenant, cet Ether, si c'est un beau marché et que demain vous vous réveillez et l'Ether est à 150 dollars, vous avez toujours sorti que 66 DAI du système, et donc en fait, la collatéralisation générale de tout le système a été augmentée par l'augmentation du prix de l'Ether. Ça, en fait, du coup, le point étant avec ça, plus l'Ether s'apprécie, plus la résilience générale du système augmente aussi. D'une manière très mécanique. Je pense que c'est pas mal, on va garder quelques questions pour après. Tu veux prendre la suite, Pascal? On a les petites vaches. Là, tes slides quelque part. Je les envoie Arthur. Damn. Ah ouais. Je peux pas le mettre là. Tiens, c'est celui-là. Ouais. Oh, Arthur. Ouais, je l'envoie. Est-ce que le PDF, en fait, il galère un peu? J'ai fait mon Randbox. Ah, j'ai mis la mise sur notre partie. Ça va, c'était pas trop barbant comme ça? Alors, Arthur. Ah, mais je lui ai sorti. Oh, damn, tiens, un slide, quelque chose. Tu passes sur ce là. Oh, non. Il vient de partir. Il vient de partir. Mounir. Il est où? Parti avec lui. Ok, c'est bon, je l'ai sur mon téléphone. Il est où ton téléphone? Prends ton téléphone. Envoie-le-moi sur Telegram. Envoie-le sur mon téléphone. Désolé. Ça va être tout à fait. C'est bon, il fait super chaud ici. Ouais. C'est Arthur. Top. Ouais. 5 ans.
n'y a aucun moyen de traquer la carte. Un numéro de tracker pour suivre la carte. Ah oui, non, c'est vrai qu'on n'est pas encore là, ouais. Et j'aimerais, mais... Alors, attends, le problème c'est que je vais pas te l'ouvrir avec... Parce que la poste Bigard... Ah oui, j'imagine. Je vais pas te l'ouvrir avec... Comment il s'appelle le fichier Liquidity. Ouais, ok. Je vais te l'ouvrir là-dessus, parce que sinon il te fait de la merde le viewer PDF par défaut. C'est moi qui l'ouvre. Ouais, il l'ouvre parfait. Du coup, le plug était bon. Tu pourrais juste prendre une bouteille d'eau. Ouais, parce que je t'apporte de l'eau, je te mets ça sur le compte. Pareil, je vais te poser une tasse. Mais le collatéral, Parfait, je t'apporte de l'eau. T'as le micro pas l'eau Pas chaud. C'est bon? On va peut-être dézoomer un peu. T'as toute ta chaîne? Contrôle-moi. Je t'apporte de l'eau. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de le faire ultra simple. Et après, vous pouvez me poser plein de questions après, un peu plus techniques. On va parler des pools de liquidité. Alors, c'est-à-dire qu'il faut aussi parler de la liquidité, du market making, à quoi sert la liquidité, bref. Des choses qui ne sont pas forcément fastoches. Donc, le DeFi Stack, c'est du coup les différentes couches de la DeFi. Aujourd'hui, on va du coup parler de cette couche-là. C'est une couche du coup qui voit des acteurs comme Uniswap, Kyber, Curve, Bancor. Donc aujourd'hui, on va surtout parler d'Uniswap parce que c'est le plus facile, le plus connu, le plus sexy. Mais pareil, si vous avez des questions sur Kyber, etc., on pourra en parler après. Est-ce que le son c'est bon? Ouais. Qui je suis? Je m'appelle Pascal. Je travaille à Jarvis Network. On fait deux trucs. On fait un wallet qui est là pour simplifier l'accès à la DeFi. Donc l'idée c'est d'aller de zéro à la DeFi en moins d'une minute sans KYC, sans frais, tout ce que vous voulez. Et on fait une plateforme de trading assez cool sur laquelle vous pouvez trader plus ou moins tout ce qui existe, forex, actions, crypto, le tout de manière non custodiale et pseudo-décentralisée. Ok, donc on va d'abord s'attarder à quelques définitions pour qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est que la liquidité, etc. Ensuite, on va vite fait parler de ce que c'est l'inefficience des marchés. On va parler ensuite des acteurs, de la liquidité, donc le rôle de chacun. On va ensuite parler de deux types de pools. Il y a des pools avec un oracle, alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un oracle, et puis il y a des pools sans oracle. Par contre, voilà. Donc petite définition, pour bien comprendre ce dont je vais parler, il faut différencier exchange et broker. Un exchange, c'est une place de marché, c'est comme lorsque vous avez acheté vos tomates, vous avez du coup une place qui réunit des acheteurs et des vendeurs. Un broker, c'est un courtier, donc c'est comme si au lieu d'aller vous-même acheter les tomates, vous passiez un coup de fil à quelqu'un qui va les acheter pour vous. Donc le broker vous permet d'avoir accès à un marché, l'exchange, c'est le marché. Un ordre au marché, c'est lorsque vous voulez acheter un actif au prix actuel, vous ne voulez pas l'acheter à un prix différent. Et un ordre limite, c'est l'inverse, c'est vous voulez acheter un actif à un prix déterminé. Donc je pense que là, c'est pas trop compliqué. Inefficience, du coup, du marché. Alors en fait, on dit qu'un marché est inefficient lorsque justement il souffre d'un manque de liquidité. Et donc comme aujourd'hui on va parler des pools de liquidité, on va voir à quoi est-ce qu'elles servent dans l'écosystème. Lorsqu'un marché n'est pas efficient, on dit que le prix de l'actif ne reflète pas en fait la vraie valeur de l'actif. C'est-à-dire que si vous avez un marché qui est inefficient, vous avez un actif qui aujourd'hui vaut 20 euros, en fait il ne vaut pas 20 euros. À cause du manque de liquidité, le prix de 20 euros a été artificiellement atteint, et je vais vous expliquer après comment et pourquoi. Un marché qui n'est pas efficient, ça fait porter aussi beaucoup de risques sur les investisseurs. Déjà, on ne peut pas entrer et sortir à tout moment. S'il y a un manque de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens en face pour nous acheter ou pour nous vendre. Donc si vous avez acheté votre CAM à 20 euros, vous voulez revendre votre token, mais qu'en face, il n'y a personne pour justement le racheter, vous avez donc un défaut de liquidité, vous ne pouvez pas sortir de votre investissement, vous restez exposé au marché, donc vous êtes avec un risque. On parlait tout à l'heure du coup du DAI et de l'Ether. Il y avait une question du coup sur qu'est-ce qui se passe s'il y a un flash crack. Alors la chute de l'Ether, c'était pas un flash crash. Le jour où on aura un flash crash, je sais pas ce qui va se passer. Mais en gros, le problème c'est que les mécanismes de liquidation du DAI, comment ça fonctionne lorsque l'Ether perd de la valeur, à un moment donné,
il y a des liquidateurs qui vont arriver et dire attention, le DAI qu'on a créé n'est plus assez collatéralisé. Donc c'est comme si vous aviez fait un crédit hypothécaire pour acheter votre baraque. Vous ne remboursez pas, la banque elle saisit votre maison. Par contre la banque elle ne peut pas garder la maison comme ça, elle va essayer de la revendre aux enchères. Imaginez que la banque ne puisse revendre cette maison aux enchères que la moitié du prix de ce qu'elle vaut. Donc c'est ça un manque de liquidité. C'est-à-dire que la banque elle vous a prêté 100 000 mais elle va récupérer que 50 000. Donc les problèmes de liquidité, justement s'il n'y a pas assez de liquidité en face pour racheter et revendre les Ethers lorsqu'il y a de la liquidation, ça fait courir un risque. Cet été, par exemple, enfin l'été dernier, il y a une plateforme qui s'appelle Nuo qui permet de faire du margin trading sur les cryptos. Il propose pas mal de cryptos, comme notamment le Link, donc le token de Chainlink. Ils avaient proposé un effet levier assez démesuré, des niveaux de liquidation pas très safe. Bah, du coup, l'été dernier, il y a des mecs qui ont perdu 20%, parce que lorsque le Link s'est cassé la gueule, il n'y avait pas assez de liquidité sur les marchés pour pour revendre du coup le Link contre du DAI ou contre de l'Ether, pour pouvoir rembourser les collatéraux. Donc c'est un gros problème la liquidité. Si on n'a pas de liquidité, en fait la DeFi ne pourra plus exister, ne pourra pas être efficiente et on ne pourra pas faire notre fameux rêve de mass adoption et donc d'apporter plein de mecs, plein de personnes sur les marchés. Alors j'ai dit que lorsqu'un marché est inefficient, on a des risques et surtout le prix ne reflète pas vraiment la vraie valeur de l'actif. Alors je vais vous montrer un exemple. Imaginez un marché où il n'y a aucune liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent acheter ou vendre. Tout à l'heure je vous ai expliqué ce que c'était qu'un ordre marché et un ordre limite. Imaginez que sur ce marché, vous ayez quelqu'un qui veuille bien vendre 1000 $ de quelque chose, ça peut être le Bitcoin, à 150 $. Et vous avez quelqu'un qui veut acheter, donc ces deux personnes ont mis des ordres limites, donc elles ont donné leur intention d'acheter, de vendre, 1000 $ à 110 $. Le problème, c'est que si moi je veux acheter du Bitcoin à 120 $, je ne peux pas. Si je veux acheter au marché, si je veux acheter immédiatement, je suis obligé d'acheter à 150 $. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin a une valeur intrinsèque de 150 $, c'est-à-dire que avec la liquidité actuelle, je ne peux pas, même si moi j'ai pricé que le Bitcoin vaut 120 $, je ne peux pas acheter mon Bitcoin à 120 $, je suis obligé de l'acheter à 150 $. Ça, c'est parce que justement, on a un manque de liquidité. Le manque de liquidité crée du coup ce qu'on appelle un spread élevé également. C'est-à-dire que ici, le spread, c'est 40 $. Si j'achète tout d'un coup ce Bitcoin à 150 $ et que je me dis qu'en fait, c'était pas une bonne idée, j'ai envie de changer d'avis et je veux le revendre, je vais le revendre immédiatement à 110 $. Je ferai donc une perte de 40 $. Donc un spread élevé ne permet pas en plus des entrées et des sorties assez rapides. Bref, c'est l'un des problèmes des marchés inefficients. L'autre problème, c'est ce qu'on appelle le slippage. Alors par exemple, il y a des fois des exchanges qui vous disent « Ouais, chez moi, j'ai pas beaucoup de frais, le fee c'est 0,01% ou 0,05%, c'est moins cher que Coinbase, c'est moins cher que Binance, blablabla. » Oui, mais il ne faut pas regarder en fait les fees. Les fees, c'est l'emballage marketing en fait. C'est ce qui attire un peu le selon. Ce qu'il faut regarder, c'est justement la liquidité. Parce que quand vous avez un manque de liquidité, vous avez un énorme slippage. Un slippage, qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous ayez des gens qui veulent vendre, donc qui ont placé des ordres limites, donc des intentions de vendre 1000 $ à 150 $ et 1500 $ à 1330 $. Et vous avez des gens qui ont positionné leurs intentions d'acheter. Imaginez que vous, par contre, vous avez un budget de 3000 $ et vous voulez acheter cet actif 3000 $ parce que vous avez une information privilégiée ou peu importe. Et bien, avec le manque de liquidité sur cet exchange, vous ne pourriez pas. Parce que déjà, il n'y a que 2800 $ de vente, donc vous ne pourriez pas acheter pour 3000 $. Mais en plus de ça, vous ne pourriez pas acheter au prix que vous avez vu. Peut-être que quand vous êtes arrivé sur la plateforme, vous avez vu « c'est un prix de 130 $, c'est super, c'est moins cher qu'ailleurs ». En plus, cette plateforme a des fees, des frais assez faibles. Mais le problème, c'est que lorsque je vais acheter 3000 $, qu'est-ce qui va se passer? Mon ordre, en fait, il va être divisé en 2 ou 3 ou 4. Donc une partie va être exécutée à ce prix-là. Ensuite, le prix va monter et le reste va être exécuté ici. Donc c'est-à-dire qu'initialement, j'avais peut-être dans mon plan de risk management, etc., j'avais voulu acheter à 130 $, ben je me retrouve en fait à acheter un prix moyen, un PRU, prix de revient unitaire, de 138 $. Et peut-être que ça ne rentre plus dans ma gestion du risque ou quoi que ce soit. Donc on voit ici que les inefficiences, donc le manque de liquidité, ça crée aussi des slippages importants, donc on ne peut pas rentrer et sortir comme on veut. Et dernier problème, c'est les différences de prix. Et oui, parce que pas tous les exchanges sont égaux. Par exemple, Binance a une grosse liquidité, un autre exchange dont je n'aurai pas de nom comme ça, mais je sais pas, Coin Exchange, j'ai pris un nom au hasard, a peut-être une faible liquidité. Et du coup, le problème, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas beaucoup de liquidité, le spread est plus élevé, le slippage est plus important. Donc il se peut que vous ayez des différences de prix. Donc c'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui, je sais pas, est en Asie et qui a un compte chez l'exchange numéro 2, et ben lui, il va être plus avantagé que nous. Il va acheter son Bitcoin à 110 $, alors que nous, qui sommes peut-être sur un exchange beaucoup plus liquide, en Europe ou autre que ça,
et ben on a un prix de 150 $. Alors quel est le vrai prix? Le vrai prix, c'est là où il y a le plus de liquidité. Donc peut-être que le vrai prix du marché, c'est 150 $, mais ailleurs, on pourrait acheter ou vendre cet actif pour 110 $. Et donc ça aussi, ça crée pas mal de problèmes. Alors, les acteurs de la liquidité. Pour corriger le dernier problème dont je vous ai parlé, les différences de prix, on espère en fait que des gens vont arriver et faire de ce qu'on appelle de l'arbitrage. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Vous devez ouvrir 2 comptes, donc un compte sur chaque exchange. Vous avez par exemple un Bitcoin sur l'exchange à 150 et 110 $ sur l'exchange numéro 2. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vendre votre Bitcoin sur l'exchange numéro 1 et en même temps, vous allez acheter le Bitcoin avec les 110 $. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous aviez un Bitcoin et 110 $. Vous allez le vendre pour encaisser 150 $. De l'autre côté, vous allez acheter votre Bitcoin à 110 $. Donc quel est le résultat final? Vous avez 40 $ de gain. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est l'une des choses, sinon la chose la plus importante dans tous les marchés financiers. Alors moi, j'aime beaucoup les arbitragistes puisque c'est un peu les petits gens de l'ombre, on ne sait pas trop qu'ils existent, c'est surtout des robots en fait qui font ça. C'est surtout les marchés financiers. Sur le forex, on a des tonnes, sur les actions. On ne peut pas avoir de marché sans arbitragistes. Les arbitragistes, ce sont des gens qui justement vont utiliser ces inefficiences de marché pour faire de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que en faisant de l'argent, en fait, ils vont apporter de la liquidité. En vendant sur cet exchange, ils vont apporter des ordres de vente. En achetant sur celui-ci, ils vont apporter des ordres d'achat. Donc, ils vont augmenter la liquidité. Et surtout, ils vont faire baisser le prix sur l'exchange numéro 1 et monter le prix sur l'exchange numéro 2 jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation. Donc, au plus on a d'arbitragistes et au plus le prix du Bitcoin sera égal sur toute la planète. Et du coup, on pourrait investir beaucoup plus facilement sur les crypto-monnaies puisqu'il y aura moins d'inefficience. Un autre acteur, ce sont les market makers, teneurs de marché en français. Alors, les market makers, en fait, leur objectif, c'est de réduire le spread. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient qu'il y a un marché avec un spread super élevé, 40 $. Mais ils savent que, par exemple, il y a plein de gens qui voudraient acheter, qui voudraient vendre le Bitcoin. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne le font pas à cause du spread élevé parce qu'ils ne veulent pas acheter à 150 $ et ils ne veulent pas vendre à 110 $. Donc, le market maker, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je vais arriver, puis je vais mettre au milieu. Donc le market maker va positionner 2 ordres. Il va avoir une intention de vente à 130 $ et une intention d'acheter à 120 $, et donc à 130 $. En fait, le market maker, qu'est-ce qu'il espère? Il espère que en faisant se réduire le spread, les gens qui voulaient acheter le Bitcoin ou le vendre, mais qui se limitaient à cause du spread élevé, finalement vont changer d'avis. Et ce qu'ils espèrent, c'est qu'il y ait un mec qui en même temps va acheter le Bitcoin à 130, donc eux ils vont le vendre à cet achat, et en même temps quelqu'un qui va le vendre à 120 $. Et quel va être le bénéfice du coup du market maker? Ils vendent à 130, ils achètent à 120, ils font donc un bénéfice de 10 $. Les market makers, c'est ceux qui permettent de réduire le spread. Quand vous voyez sur un exchange un spread qui est super réduit, si ça vous amuse, regardez ce qui se passe sur le carnet d'ordre, l'order book, et vous verrez qu'en fait, il y a, surtout autour du prix, ça clignote de partout, et en fait, qui c'est? Ce sont des robots, des market makers, qui sont là et qui vont essayer de mettre leurs ordres pour réduire le spread et pour essayer, du coup, qu'il y ait quelqu'un qui prenne un achat, quelqu'un qui prenne une vente. Alors là, encore une fois, je le fais très simple, mais en fait, les market makers, en général, ils agissent sur plusieurs marchés. Donc, c'est à la fois des arbitragistes, à la fois des market makers, c'est peut-être qu'ils vont vendre sur Binance, acheter sur Kraken, enfin bref, ils vont essayer d'analyser tous les flux, tous les prix, les volumes de partout, pour essayer de positionner leurs ordres aux meilleurs endroits possibles pour être sûr de se faire taper. Alors par contre, bien sûr, ils courent un risque, parce que le risque, c'est que s'il y a juste l'ordre de vente qui est tapé, et qu'ensuite le prix, il décolle, le problème, c'est que le market maker, il a vendu, mais il n'a pas acheté. Donc, il est ce qu'on appelle exposé au marché. Dans le cas où le market maker, il y a quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend, et il est neutre au marché, parce qu'il a vendu 1500, mais il a acheté aussi 1500. Donc, il gagne juste la différence. Mais par contre, dans le cas où un seul des deux ordres a été tapé, là, il a vendu 1500 $, donc il a une exposition short, et c'est un problème, parce que si le marché monte, du coup, il perd de l'argent. Donc, les market makers, ils ont en général, entre guillemets, une sorte de stop loss en disant, si je n'arrive pas à être neutre au marché, je vais essayer d'être neutre au marché un peu plus haut. Donc, peut-être qu'ils vont remonter leur prix d'achat ici, et puis ils vont essayer de sortir avec un peu moins de pertes, comme ça. Et puis l'idée, c'est que sur le long terme, ils fassent quand même de l'argent. Un autre acteur, un peu plus compliqué, mais beaucoup plus révélatrice du monde de la finance, ce sont les dealing desks, qu'on peut aussi mélanger avec les market makers. J'ai voulu faire la différence entre les deux, parce qu'en fait, un market maker utilise un dealing desk, un broker utilise un dealing desk, mais je préférais faire un distinguo entre ceux qui essaient de réduire le spread
et les dealing desks. Alors dealing desk, c'est plus qu'un broker. En fait, qu'est-ce qui se passe? Un broker, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que je disais tout à l'heure, vous allez l'appeler pour acheter vos tomates. En fait, le broker, le dealing desk, il va vous donner accès à un marché. Donc vous allez dire, ben voilà, moi j'ai envie d'acheter, donc Alice veut acheter par exemple veut acheter $1 500 à $130. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer son ordre d'achat au dealing desk. Le dealing desk, ensuite, il a plein de possibilités. Soit il va faire ce qu'on appelle du A-book, book A, du B-book ou du C-book. Alors c'est quoi le A-book? Ben, en fait, le A-book, c'est tout simple. Le dealing desk agit comme un intermédiaire. Donc en fait, il va transmettre votre ordre de Alice jusqu'au marché. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. La seule chose en fait que le dealing desk va prendre, c'est une petite commission pour faire son beurre. Et vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce que je n'irai pas moi directement sur l'exchange? Parce qu'en fait, un broker, donc un dealing desk, vous facilite l'accès. Par exemple, peut-être que vous pouvez acheter ce bitcoin qu'avec des dollars et vous avez des euros. Donc vous allez déposer des euros chez le dealing desk et le dealing desk lui va s'occuper de tout ça. Peut-être que c'est des marchés auxquels vous ne pouvez pas avoir accès facilement, comme le forex par exemple, ou les marchés futurs, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un intermédiaire qui va acheter pour vous. Et eux ils vont faire du coup de l'argent sur les commissions. Là où ça part un peu en cacahuète, c'est... alors pas encore, ça part pas encore en cacahuète. Alors après il y a des dealing desks du coup qui ont commencé à se dire, mais attends, des fois j'ai plein d'ordres en fait qui arrivent en même temps. Des fois j'ai Alice qui veut acheter, mais j'ai aussi Bob qui veut vendre. Donc du coup ils ont commencé à se dire, alors quand ils ont commencé, les dealing desks c'est vieux comme le monde, hein, ça date des marchés actions. Et donc ils ont commencé à se dire, mais attends, mais au lieu d'envoyer l'ordre d'Alice sur le marché, pourquoi est-ce que je ferais pas un matching interne? Pourquoi est-ce qu'en fait je dirais pas, bah attends, Bob il veut vendre, Alice elle veut acheter, j'ai qu'à les matcher. Et puis de temps en temps, le hasard fait que Alice et Bob veulent vendre et acheter la même somme, donc il n'y a pas de souci. Ils se sont achetés et vendus les uns les autres. Lui, il a pris la commission chez Alice et la commission chez Bob. Il n'a pas pris de trade sur l'exchange, donc il n'a pas payé la commission sur l'exchange. Donc le dealing desk est neutre au marché et il fait son argent. Des fois, par contre, il y a Alice, elle veut acheter pour 2000, Bob, il veut vendre pour 1000, donc il y a une petite différence de 1000. Donc le 1000, qu'est-ce qu'il va faire? Le dealing desk, il va acheter juste pour 1000. Donc ça sera peut-être le 1000 de Bob ou le 1000 d'Alice, mais comme ça, au moins, il reste encore une fois neutre au marché. Et puis il prend sa commission. Puis après, il y a les vilains, mais qui ne sont pas vraiment vilains, c'est les B-books. Alors les B-books, c'est des gens en fait qui savent très bien, on va pas se mentir, vous êtes tous nuls en fait en trading, il y a quasiment personne ici qui gagnera alors 10 ans. Si vous gagnez, vous faites partie des très rares personnes, et donc les dealing desks se sont dit, mais attends, on a tous ces personnes qui déposent de l'argent chez nous, qui traitent le forex, les actions, etc., et qui perdent sur le long terme, qui perdent au bout de, peut-être que pendant 1, 2, 3 mois vous allez gagner, vous êtes content, vous êtes une nouvelle stratégie, mais vous perdrez à un moment donné, à long terme. Ça fait 13 ans que je suis sur les marchés, j'en ai vu des milliers de personnes, et voilà, ça gagne pas. Il y a vraiment une très petite partie de gens qui gagnent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont dit, puisque la plupart des gens vont perdre, en fait, je vais trader contre eux. Donc, je vais essayer toujours d'internaliser. Je vais essayer de matcher Bob et Alice. Mais par contre, au lieu d'envoyer l'ordre sur l'exchange et donc de payer des fees, etc., en fait, je vais trader directement contre eux. Et donc, de temps en temps, ils vont gagner. Donc, je vais prendre un peu de ma poche et puis je vais les payer. Et comme je sais que sur le long terme, ils vont perdre de l'argent, leur argent va aller directement dans ma poche. Alors on peut dire que c'est un conflit d'intérêt, on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est bien parce que finalement ça fluidifie les trades. Après tout, si vous allez perdre, que votre argent soit perdu sur un exchange et donc aller dans la poche de quelqu'un d'autre ou dans la poche de votre intermédiaire, c'est pareil, vous avez perdu. Le problème c'est lorsque des dealing desks qui font du B-book font leur maximum pour manipuler les prix de la plateforme ou font tout pour vous faire perdre de l'argent. Bien évidemment ça existe, hein. Spoiler, les gens sont des gros enculés, donc bien évidemment la plupart des entreprises qui sont sur le forex, les CFD, les actions, en fait je les ai vus, ils ont des petits boutons, ça crie de partout sur leur machine, ils voient un bouton, ah tiens il y a à peu près 12 clients dont le stop loss va être bientôt touché, il suffit d'appuyer sur un bouton sur la plateforme MetaTrader et tout d'un coup, ah tiens le spread augmente, le stop loss est touché, tiens comme par et puis finalement vous perdez votre argent et eux ils gagnent de l'argent. C'est légal, c'est régulé, voilà, bienvenue dans le monde de la finance et donc c'est le dealing desk, ça fait partie des solutions qui sont utilisées pour avoir un peu plus de liquidité pour que les gens puissent acheter et vendre. Et qui est-ce qui prend le risque du coup? C'est le dealing desk. Alors après, il y a des sortes de solutions un peu hybrides. Moi j'aime bien cette solution-là. C'est une solution qu'on appelle le règlement retardé. Alors par exemple, c'est ce qui se passe sur BitMEX, c'est ce qui se passe sur beaucoup de plateformes de futures, c'est ce qui se passe sur aussi WSX. En fait, ce qui se passe, c'est que Alice et Bob, ils vont trader toute la journée. Sauf qu'au lieu de payer instantanément, donc de régler le trade, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre 24 heures. On va attendre la fin de la journée. Et puis, à la fin de la journée, on va faire les comptes. Et on va dire, alors en fait, aujourd'hui, Alice, en tout, elle a gagné $30. En tout, Bob, il a perdu $10. Donc, je dois payer $20 à Alice. Parce que je prends les $10 de Bob, et puis je prendrai $20. Et donc, en général, ce que font les dealing desks,
ils ont une sorte de réserve. Et en fait, ils vont prendre dans cette réserve. Donc, tant que cette réserve, il y a de l'argent dedans, bah, ils payent les quelques gagnants. Encore une fois, la plupart du temps, ils s'attendent à ce que la plupart des gens perdent. De temps en temps, il y a des journées où plein de gens vont gagner. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'auront plus assez d'argent pour payer les vainqueurs. Et donc, ils vont passer les ordres sur le marché. Alors, tout ça, on dirait que c'est un peu dégueulasse, que c'est pas très honnête pour les traders que nous sommes, ou investisseurs. Mais en final, quand on se regarde, bah, ce sont des solutions qui existent. Et ça permet, du coup, de fluidifier les exchanges, d'augmenter en fait la liquidité et de pouvoir du coup réduire le risque de trader ou d'investir sur les cryptos. Alors, j'ai essayé d'être ultra simple. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette partie, sur ces différents acteurs, market makers, etc. Ouais. Ça augmente la liquidité pour ceux qui interviennent auprès du Ouais, en fait la liquidité va jamais là. C'est la liquidité sur l'exchange, parce que du coup il y a moins d'ordres qui sont passés. C'est ça, la liquidité va jamais là, en fait elle est filtrée. Et on appelle ça, alors c'est assez marrant en fait, on dit que ceux qui passent en fait par le mal du filet, c'est la liquidité empoisonnée, je ne sais plus comment on dit, la liquidité toxique. En fait, un trader qui gagne de l'argent, pour un dealing desk, un broker intermédiaire, c'est un flux toxique. Et donc ils vont essayer d'envoyer en fait les ordres de cette personne sur l'exchange. En fait, si vous êtes gagnant, si vous êtes un scalper, si vous êtes des robots, en général les market makers, les dealing desks, ils n'aiment pas trop ça parce qu'ils n'ont pas le temps en fait d'analyser vos trades, parce qu'il y a aussi du big data là-dedans, bien sûr. Je vais passer le détail, mais en fait, ils vont analyser qui vous êtes, combien vous gagnez, comment vous tradez aussi. C'est pour ça que des fois, ils vous donnent des comptes démo. Vous en bah, tiens, un trade un peu en démo, comme ça, je vais un peu apprendre qui t'es, ta personnalité. Et puis ensuite, ils font du vrai pas un phishing, mais du fichage, du profilage. Et ensuite, ils savent si tu seras plutôt un gagnant ou un perdant. Et donc, si tu es un gagnant, ils s'en foutent. Enfin, ils passeront tous tes ordres là. S'ils savent que tu vas perdre de l'argent, ils gardent tout. Donc oui, la liquidité reste uniquement dans le broker. Mais du point de vue de l'utilisateur, lui, il peut acheter, il peut vendre en fait à n'importe quel prix. Et à la base, les dealing desks, les market makers ont été créés pour ça. Parce que les exchange actions, avant à l'ère des téléphones, il y avait un gros problème, c'est qu'encore une fois, on ne pouvait pas acheter ou vendre à tous les prix. Donc imaginez qu'à un moment donné, on a une information sur une action, on veut la vendre, on ne peut pas. Et du coup, on a fait appel à ces intermédiaires pour coter tous les prix, même s'il n'y a pas de vrais exchanges sur les marchés. Mais du coup, les investisseurs sont contents, ils peuvent entrer, ils peuvent sortir quand ils veulent. Donc ça fait partie des acteurs de la liquidité, même si la liquidité ne va pas sur les exchanges. D'autres questions ? C'est chaud, hein ? En plus c'est pas intéressant. Mais c'était juste pour expliquer un peu les différents acteurs de la liquidité. Alors, après, tout ça sur la crypto, du coup, ça existe. Comme je disais, ça existe sur des exchanges de produits dérivés par exemple. Là, je vais vous parler du coup des différentes pools de liquidité. Parce que tout ça, en fait, dans le monde de la finance traditionnelle, on ne peut pas être dealing desk, on ne peut pas être market maker. Et c'est bien dommage, parce qu'encore une fois, comme la plupart des gens perdent de l'argent, ça serait pas mal en fait d'être dealing desk. Ça serait pas mal en fait d'être market maker. Donc d'essayer d'apporter de la liquidité au marché pour gagner de l'argent. Et donc, comme vous savez, avec la crypto, on dématérialise, on décentralise et en fait, on ubérise un peu la finance et donc on permet à tout le monde de devenir market maker. Et donc là, maintenant, on va parler de comment est-ce qu'on peut devenir market maker. Donc, il y a deux types de pools de liquidité. Il y a les pools avec Oracle et il y a les pools sans Oracle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pool de liquidité ? Il y a deux manières en fait pour un exchange de fonctionner. C'est avec un carnet d'ordre, donc encore une fois, ce sont des gens qui vont donner leurs intentions d'acheter, donner leurs intentions de vendre, ou alors un peu à la compound, ce sont des pools de liquidité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les market makers ne vont pas mettre des ordres d'achat ou des ordres de vente, ils vont juste mettre leur argent dans une pool, et mathématiquement, la pool va calculer à chaque fois, en fonction des volumes et de sa liquidité, à quel prix les ordres doivent être exécutés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un exemple après, avec des chiffres. Donc les pools avec Oracle, comment ça se passe ? Alors je vais prendre l'exemple de Ramp Network. Ramp Network, c'est un super projet. C'est comment on passe de fiat à crypto sans KYC, en moins d'une minute, sans compte, quoi que ce soit. Donc comment ça se passe ? En fait, on utilise l'open banking, eux ils utilisent l'open banking. Donc en fait, si vous avez par exemple un compte Revolut, l'API de Revolut est accessible par Ramp. Ramp va donc lire vos données, qui vous êtes, votre historique, ils vont vous donner un risque, crédit risque, je ne sais plus comment dire en français, une sorte de note en fait de risque. Et ils vont dire, c'est bon, cette personne, elle peut acheter des cryptos, c'est pas un terroriste, c'est pas une personne politique. Donc, c'est bon, vas-y, tu peux acheter. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous, imaginons que vous avez des dollars sur votre compte bancaire. J'ai pris l'exemple de Revolut, mais ça marche avec n'importe quelle banque européenne. Donc, ce qui va se passer, c'est que Ramp Network va lire, donc avec une API, votre compte bancaire, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit, juste répondre à un SMS. Ils vont bouger
les dollars de votre compte bancaire vers un utilisateur qui est en fait un fournisseur de liquidité. Au préalable, l'utilisateur avait, dans une pool de liquidité, placé ses DAI et il avait relié ses DAI à son compte. À chaque fois que de l'argent bouge de votre compte à son compte à lui, il y a un petit message qui est envoyé au smart contract et qui dit « Ah, il faut envoyer du DAI à ce monsieur ». Et donc le DAI est envoyé directement à la personne qui vient de l'acheter. Et pourquoi c'est basé sur un oracle? Parce qu'en fait, il y a un price feed. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on sait à quel prix est-ce qu'il faut acheter ou vendre le DAI? En fait, on donne un prix, donc on dit le DAI c'est $1. Donc il y a quelqu'un qui a décidé, donc un oracle en fait, qui va dire voilà, le prix c'est $1. Et donc toutes les transactions vont se faire en fonction de ce prix-là. N'importe qui peut devenir fournisseur de liquidité. Moi je suis fournisseur de liquidité pour Ramp aussi, je suis aussi un utilisateur. C'est-à-dire que j'ai placé des DAI dans une pool de liquidité et régulièrement, il y a des gens en Europe qui achètent du DAI et de temps en temps, ils passent par ma pool et donc, moyennant un fees de 1,5% que je récupère du coup, et mes DAI sont envoyés vers cette personne. En échange, moi, je reçois leurs dollars, enfin, c'est leur pound, en ce moment, c'est sur du pound que ça fonctionne. Et en plus de ça, je me fais 1,5% par transaction. Un autre exemple de pool de liquidité, c'est ce que nous on fait, donc à Jarvis. Donc comme je dis, on fait plusieurs trucs, mais on fait sur une plateforme de trading où on peut trader un peu tout ce qui existe. Donc ce qui se passe, encore pareil, il y a un prix, donc ça peut être le prix d'une action Apple, ça peut être le prix de l'euro-dollar. Vous avez des utilisateurs d'un côté qui vont déposer du DAI sur leur compte de trading, un smart contract. Vous avez d'autres utilisateurs qui veulent fournir de la liquidité. Et donc ils vont devenir fournisseurs de liquidité, market maker, donc ils vont mettre leur DAI dans une pool de liquidité. Et à chaque fois que ces gens-là vont vouloir acheter une action Apple, ils vont le faire sur ce prix-là. S'ils gagnent de l'argent de la pool de liquidité va aller sur leur compte. S'ils perdent de l'argent, leur argent va sur la pool de liquidité. Voilà, vous avez créé du coup un marché liquide où vous pouvez trader le forex, etc. de manière non custodiale, c'est-à-dire où l'utilisateur garde la possession de son argent. Et un dernier exemple avec Synthetix, dont j'avais fait la présentation il y a 2 mois. Donc là c'est pareil, alors c'est un peu plus compliqué. Un utilisateur qui voudrait trader sur la plateforme de Synthetix Exchange, il faudrait qu'il acquiert du SUSD, donc je ne vais pas revenir sur ce que c'est. Il y a un price feed, donc encore une fois un prix, donc le prix du Bitcoin, le prix de l'Ether, et puis il y a des pools de liquidité. Les pools de liquidité, en fait, sont tous les utilisateurs qui vont stacker du SNX. Quand vous stackez du SNX, en fait, vous créez, vous émettez, vous mintez des SUSD. Ces SUSD, entre guillemets, sont dans une pool de liquidité. À chaque fois que quelqu'un gagne de l'argent sur son trade, les SUSD vont chez lui. Et inversement, à chaque fois que cette personne perd de l'argent sur un trade, comme sur le Bitcoin, le SUSD va de l'autre côté. Et donc tous ces gens-là sont des fournisseurs de liquidité. Alors bien évidemment, on fournit la liquidité en échange, bien évidemment, de commissions. Ah, si je fais ça, ça marche. Les risques, oui, parce qu'il y a des risques à fournir la liquidité. Alors il y a plusieurs risques en rouge. Le premier, c'est le risque sur le protocole. C'est ce que Brice disait tout à l'heure. En fait, à chaque fois que vous interagissez avec un protocole sur Ethereum ou autre blockchain, il y a le risque de base sur le protocole, le code, le smart contract, etc. Après, il y a le risque sur les oracles. Oui, parce que là, sur ce coup-là, en fait, c'est une sorte d'entité qui va donner le prix, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'en fait c'est le vrai prix, que le prix n'a pas été manipulé? Après tout, on peut très bien essayer de donner un faux prix de l'action Apple pour essayer justement de tirer le profit du système. Il y a d'autres problèmes comme le front running qui est un problème un peu plus compliqué à expliquer, mais si pareil ça vous intéresse, posez-moi une question après, c'est quoi le front running? Et puis il y a un risque sur l'activité, c'est-à-dire que le fait de fournir de la liquidité, c'est pas simple que ça, et il y a un risque. Pourquoi il y a un risque? Comme je l'ai dit, à chaque fois que quelqu'un gagne de l'argent, vous en perdez. Alors encore une fois, la plupart des gens perdent de l'argent, mais sur les cryptos qui des fois ont un système de propulsion à la hausse, c'est un peu compliqué. Alors sur les marchés traditionnels où ça monte, ça descend, c'est plus facile. Fournir de la liquidité sur le forex, sur les actions, c'est une activité relativement lucrative. Sur les cryptos, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a le risque donc sur l'activité. Comment on fait pour mitiger, je vais même pas essayer de français le risque. En fait, les risques peuvent être réduits en couvrant le risque exactement comme un dealing desk. Oui, c'est pour ça que je vous expliquais c'était quoi en fait un dealing desk. Alors comment ça se passe? J'ai pas fait d'image. Alors comment ça se passe? En fait, sur par exemple Jarvis au hasard, lorsque vous fournissez la liquidité, donc encore une fois, vous déposez vos DAI sur la pool et si quelqu'un achète des actions Apple et que le prix de l'action Apple monte, vous perdez de l'argent. Mais rappelez-vous, à quoi servait en fait un dealing desk? Ça servait à faire le lien entre vous et le marché financier. En fait, c'est exactement ce qui se passe. La pool de liquidité, c'est le dealing desk. Et
là, ce que vous faites, en fait, vous faites du B-book, c'est-à-dire que vous gagnez lorsque eux perdent et vous perdez lorsque eux gagnent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fameux B-book où tout était internalisé. Si vous voulez ne pas prendre de risques, c'est-à-dire si vous avez peur que les gens vont gagner de l'argent, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, alors, ça se passe de l'autre côté de l'écran, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez hedger, couvrir, vous allez prendre les mêmes trades. En fait, à chaque fois que quelqu'un ici va acheter une action Apple, vous êtes exposé, entre guillemets, vous vendez sur l'action Apple, lui il achète. Donc ce que vous allez faire, c'est vous avez ouvert un compte chez un broker traditionnel et vous allez acheter vous-même l'action Apple. Donc comme ça, si lui gagne, vous perdez, mais vous gagnez sur les vrais marchés. Si lui perd, vous gagnez ici et vous perdez sur les vrais marchés. Et comment est-ce que vous faites pour faire de l'argent? Eh bien, le prix que vous allez afficher sera légèrement supérieur au vrai prix de l'action Apple et donc vous allez gagner de l'argent sur l'écart, c'est-à-dire sur le spread. Et donc vous allez passer d'un B-book à un A-book, c'est-à-dire de ne plus prendre de risques. Il se passe la même chose sur Ramp. Alors je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faudrait que je puisse savoir programmer ou que j'ai le temps de demander à l'équipe de le faire. Mais moi, mes objectifs sur Ramp, c'est de fournir de la liquidité sur DAI et sur l'Ether. Je ne vais pas encore sur l'Ether, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie en fait, de prendre le risque. En fait, sur Ramp, le problème, c'est que les gens qui veulent acheter de l'Ether, ils vont m'envoyer des pounds et moi, je vais leur envoyer mes Ethers. Ça aurait été un deal horrible si j'avais commencé à le faire il y a 1 mois ou 2, vu les mouvements d'Ether, parce qu'à chaque fois, je me dépossède de mes Ethers pour avoir des pounds, mais à un prix vraiment bas. Lorsque l'Ether était à 130, 140, 150 $, ça m'aurait bien fait chier d'avoir cédé mes Ethers à ce prix-là, sachant qu'aujourd'hui, c'est à 270 quasiment. Donc, ce que je vais faire, pour l'instant, je fais que du DAI et du pound. Je donnerai de la liquidité en Ether lorsque j'aurai créé, lorsque j'aurai automatisé un pont avec Kraken. Et à chaque fois en fait, que quelqu'un va m'acheter mes Ethers, au même moment, j'achète sur Kraken. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il va payer 1,5% sur le trade, alors que moi, sur Kraken, je vais payer 0,24%. Donc c'est comme ça que je vais faire de l'argent. Je gagnerai du coup 1,16% par trade à chaque fois et sans prendre aucun risque. Donc c'est comme ça qu'on peut du coup mitiger le risque. Sur Racing, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi le faire. Après tout, à chaque fois que quelqu'un achète du SBTC, je pourrais prendre un trade sur Binance pour couvrir mon risque. Et c'est un peu plus galère. Est-ce que vous avez compris du coup comment est-ce qu'on fait pour limiter le risque lorsque l'on veut donner de la liquidité, soit à nous, à Jarvis, soit à à Ramp Network, pardon, soit à Synthetix? C'est tout compris? J'ai dit c'était un peu compliqué. Alors maintenant on va parler d'Uniswap. Alors Uniswap c'est une pool sans oracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité qui va dire quel est le prix de l'Ether face au dollar, quel est le prix de l'Ether face au token maker. Tout se fait ce qu'on appelle on-chain, donc sur la blockchain. Alors je ne vais pas rentrer sur exactement, enfin si, qu'est-ce que je suis con, je vais rentrer en détail dessus. Alors en fait comment ça se passe? Donc imaginons vous avez 2 utilisateurs, encore une fois, un utilisateur, un fournisseur de liquidité. On commence d'abord par le fournisseur de liquidité. Le fournisseur de liquidité, lui, il va déposer dans une pool de liquidité de l'Ether et du DAI pour la pool ETH DAI. À chaque fois, je sais qu'après comment ça se passe, à chaque fois qu'un utilisateur veut vendre de l'Ether, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer les Ethers qu'il veut vendre à la pool Ether. Donc, le montant des Ethers ici va monter et en échange, il va récupérer une partie des DAI. Donc, c'est-à-dire que notre fournisseur de liquidité ici, il prend un risque. Il prend le risque d'avoir beaucoup plus d'Ether et moins de DAI, ou inversement, si j'avais voulu envoyer des DAI pour récupérer des Ethers, eh ben, le fournisseur de liquidité aurait eu moins d'Ether, puisque j'aurais récupéré les 5, par contre il aurait eu plus de DAI. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle est la quantité d'Ether, de DAI, bref, comment est-ce que ça marche en fait Uniswap? Donc c'est super simple, c'est K constante égale X multiplié par Y. Alors en fait, c'est pas très compliqué, K c'est une constante, c'est-à-dire que lorsque vous créez de la liquidité sur Uniswap, lorsque vous déposez pour la première fois, Uniswap en fait il va calculer K en faisant X qui est l'Ether et Y qui est le DAI dans notre exemple. Donc en fait on va simplement calculer la constante, donc 10 unités d'Ether multiplié par 2000 unités de DAI, ça nous donne 20 000. Donc la constante K dans cet exemple-là, c'est 20 000. Vous avez bien compris que la constante K, c'est pas 20 000, hein, j'ai juste pris un exemple pour que ce soit facile. Mais en fait, la constante, elle est déterminée par celui qui va initialement créer l'exchange. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer une pool de liquidité sur Uniswap. Bon, la pool ETH DAI, spoiler, elle existe déjà. Mais si vous avez un token, si vous créez votre propre token, vous pouvez devenir fournisseur de liquidité sur Uniswap. Le prix
sur Uniswap, du coup, est déterminé par le ratio. En fait, on fait simplement 2000 divisé par 10 égale 200. Donc, le prix de l'Ether contre le dollar, hein, contre le DAI, c'est en fait 200. Et ce n'est pas déterminé par un oracle, c'est pas quelqu'un qui a dit que le prix c'était 200, c'est juste 2000 divisé par 10. Comment maintenant va se passer un exchange? En fait, K, si ça s'appelle constant, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, ça va être constant. Donc, imaginons quelqu'un qui veuille vendre 5 Ethers. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer d'abord 5 Ethers à la pool. La pool avait 10 Ethers, elle en a maintenant 15. La question maintenant, donc la pool augmente de 5 Ethers. Maintenant, la question c'est ok, mais quel montant en DAI va-t-il ou va-t-elle récupérer? Ben, c'est tout simple. On se rappelle que K c'était une constante, on avait déterminé que c'était 20 000. Donc on a une équation toute simple que n'importe qui pourrait résoudre. 20 000 égale 15 multiplié par une inconnue. Donc l'inconnu est en fait égal à 20 000 divisé par 15. Hein. C'est une équation toute simple à une seule inconnue. Donc quand on fait 20 000 divisé par 15, on trouve 1333,333. Donc ça veut dire qu'on a déterminé mathématiquement, en utilisant cette constante, quel est le montant en DAI que cette personne va avoir. Donc on va lui envoyer 667 DAI. Et du coup, le prix de l'Ether sur Uniswap va changer. 1333 divisé par 15, de tête, ça fait 133. Donc c'est-à-dire que le prix a chuté de 38%. Alors, rappelez-vous, le slippage, qu'est-ce que c'était? C'était lorsque vous n'avez pas assez de liquidité, vous ne pouviez pas exécuter votre ordre au prix que vous vouliez. Vous vous rappelez, je vous avais montré l'exemple où vous ne pouvez pas acheter à 130 $. Et votre PRU était à 138 $. Là, il se passe en fait la même chose. Là, il n'y a pas beaucoup de liquidité dans cet exchange. Il y avait juste 10 Ethers et 2000 DAI. Et vous avez vu qu'une toute petite vente de 5 Ethers a fait chuter le prix de 38%. Alors, ceux qui sont passionnés par les maths, vous pourrez refaire plein d'exemples de calcul chez vous. Mais plus, bien évidemment, vous avez d'Ethers et de DAI ici. Et moins le slippage est important, bien évidemment. Pourquoi? Parce que il faudrait beaucoup plus d'argent pour déstabiliser le ratio. Est-ce que vous avez compris comment Uniswap calcule le prix et calcule le montant que lorsque vous voulez vendre ou lorsque vous voulez acheter des cryptos? C'est important à savoir parce que Uniswap fonctionne de la même manière que Bancor, que Kyber, que Curve, en fait que absolument tous les exchanges basés sur des pools qui sont la backbone, la colonne vertébrale de la DeFi. Donc vous êtes amené à l'utiliser au quotidien. Si vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne, c'est pas dramatique, mais c'est dommage. Donc est-ce qu'il y a des questions déjà sur la manière dont Uniswap fonctionne? Ou tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Qu'est-ce qui se passe si une des poules tombe à zéro? Alors on ne peut pas, parce que en fait, il y a un truc que je n'ai pas rajouté pour la beauté des mathématiques, enfin la beauté des calculs, c'est qu'il y a en plus des commissions qui sont rajoutées. Donc il y a 0,3% de commissions qui sont prises sur chaque trade qui inclut l'Ether. Donc en fait, si par exemple tu voulais racheter l'intégralité, tu pourrais racheter l'intégralité moins la commission. Et donc le fait qu'il reste du coup cette petite commission, alors, bien sûr tu récupéreras 99% de la pool, hein, mais il restera toujours un petit pourcentage. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la liquidité infinie, c'est-à-dire que quel que soit en fait le montant, même si tu peux vider la pool quasiment intégralement, ça sera toujours 99,9999. Et donc tout le temps en fait il pourrait y avoir un trade. Ouais. Est-ce que finalement, n'importe quel exchange, mais notamment Uniswap, parce qu'ils sont en train d'atteindre une certaine masse critique, finalement, ils ne deviennent pas eux-mêmes l'oracle? C'est un réservoir sans oracle, mais ils le deviennent. Si, et d'ailleurs la version 2 de Uniswap veut utiliser les données, donc le prix ici, en tant qu'oracle, pour donner ce prix-là à d'autres projets dans la DeFi. Pour moi, c'est énormément risqué, parce que en fait, n'importe qui pourrait manipuler le prix. Là, si la pool était aussi petite, il suffirait que quelqu'un envoie 5 Ethers pour faire chuter le prix de 38%. Si Maker, demain, un coup de folie, ils décident de baser leur CDP, enfin leur CDP, Maker, donc leur CDP, l'oracle du CDP sur Uniswap, ça serait la fin de la DeFi. Donc on va voir ce que Uniswap version 2 va proposer, parce que le fondateur a dit non, ne vous inquiétez pas, j'ai une super solution. J'y crois moyen, donc on verra. Mais oui, effectivement, il y a plein de projets, dont Synthetix, qui utilisaient d'ailleurs Uniswap comme prix, comme oracle pour leurs données. Les 1,5% dont tu parles, ils sont payés à qui? Alors les 1,5% c'était à Ramp Network, et effectivement c'est au fournisseur de liquidité, et donc à celui qui fournit la liquidité.
Ici, pour fournir de la liquidité, je vais expliquer après les fees, donc comment est-ce qu'on se fait de l'argent après tout. Donc les utilisateurs vont payer de 0,3 à 0,6% en fonction, je vais expliquer après comment ça fonctionne, en fonction du coût du swap. Alors je ne vais pas refaire tout l'exemple, mais un autre exemple avec un achat de 2 Ethers. Donc là en fait ce qui se passe c'est que pour acheter je vais envoyer mes DAI, je ne vais pas vous faire tous les calculs, mais en gros on a un prix qui augmente de 25%, et donc mes 500 DAI que j'envoie, donc je me dépossède 500 DAI, je reçois en échange 2 Ethers. Ok ? Alors, tout le monde peut devenir fournisseur de liquidité sur tout ce que je vous ai expliqué, que ce soit donc Ramp, Jarvis, SNX, Uniswap, Bancor, etc. Et c'est quoi l'intérêt? Alors, il y a déjà l'intérêt idéologiste, c'est-à-dire que plus on fournit de la liquidité et plus on stabilise, il y a moins de slippage, il y a plus d'efficience dans le marché. Donc, tout ce que je vous ai expliqué au début, c'est pour ça qu'il faut fournir de la liquidité, pas juste pour se faire de la thune. C'est parce que si on veut vraiment faire de l'argent, il faut que tout le monde contribue à la liquidité. Il faut qu'on soit là pour justement stabiliser le système. Mais bon, en échange de ça, quand même, on est quand même là pour se faire de la thune. Hein. Tu as Brice par les intérêts personnels. Donc, les liquidity providers, fournisseurs de liquidité, donc les LP, reçoivent en général 100% des commissions, en général parce que ça dépend des protocoles, mais 100% des commissions qui sont générées, notamment sur Uniswap. Sur Uniswap, à chaque fois que quelqu'un va échanger un ERC20 pour de l'Ether, il va payer 0,3% de fees. Lorsque quelqu'un veut échanger de l'ERC20 pour de l'ERC20, il y aura 2 swaps. Il va d'abord faire ERC20 Ether, puis Ether ERC20, donc 0,3 x 2, 0,6. Et donc ces 0,6% ou ces 0,3% vont directement aller dans la pool. Et le jour où vous voulez retirer votre liquidité, vous récupérez également la partie des commissions qui vous incombent, et c'est comme ça que vous pouvez faire de l'argent. Je vais vous expliquer après, je vais montrer des sites qui traquent les rendements. Vous allez voir que par exemple en 2019, fournir de la liquidité sur ETH DAI, ça avait un rendement de 27, je crois, 23, 24, 25, 27% sur l'année. Et tout à l'heure, Brice parlait de Curve. Je suis un des premiers FADA qui a mis de l'argent alors que c'était pas audité. En plus, il y avait un bug. Enfin, c'était mal. Mais sur Curve, les premières semaines, on se faisait 50% par an. Là, ça a beaucoup chuté. Là, maintenant, je suis à 12% par an. C'est toujours pas mal. Et puis, ils ont lancé une nouvelle pool sur le SDT qui aujourd'hui est à 50% par an. Donc, toutes les commissions sont redistribuées aux fournisseurs de liquidités. Déposer des Ethereum. Ah oui, comment on fait pour devenir fournisseur de liquidité? En fait, il faut donc déposer. Donc, comment le faire? Il faut déposer des Ethers et un montant équivalent en ERC20. Si vous voulez fournir de la liquidité sur le DAI, il faut que vous déposiez et de l'Ether et du DAI dans un montant équivalent. Donc, si vous voulez déposer 1000 $ de DAI, il va falloir avoir 1000 $ d'Ether et les déposer en même temps. Comment ça se passe? C'est pas très compliqué. Vous allez sur Uniswap, vous allez sur Pool là-haut. Là, par exemple, je veux ajouter un Ether de liquidité sur la pool Jarvis Token Ether, et donc automatiquement Uniswap va calculer en fait le nombre de tokens à placer. Donc si je veux placer un Ether, eh ben, il faudra que je dépose également 23 000 tokens. Il vous montre également quelle est la part actuelle. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai fait ça, je détenais 2,9% de la pool. C'est-à-dire que 2,9% de toutes les commissions générées sur cette pool me reviennent, et quand je veux, je peux les récupérer. Aujourd'hui, j'ai un truc qui n'est pas dégueulasse en termes de performance. On parlait de Realty tout à l'heure, donc l'immobilier tokenisé. Donc Realty, c'est donc la tokenisation de l'immobilier sur Ethereum, et on peut acheter et s'échanger, donc acheter et vendre ces tokens sur Uniswap. Donc par exemple, je suis aussi fournisseur de liquidité sur Realty. Donc là, vous voyez que je possède 2,63%, je suis un peu une baleine, de la pool sur Realty. Et donc, je touche les commissions. À chaque fois que quelqu'un va acheter ou va vendre sa pseudo-propriété Realty sur Uniswap, je toucherai 2,63% de ces fees-là. Alors, il y a certaines pools qui payent davantage. Alors, le premier à l'avoir fait, à avoir dégainé cette idée, c'est Synthetix. En fait, Synthetix, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, alors, nous, on va essayer de motiver les gens à mettre de la liquidité. Donc, oui, Uniswap, Bancor, etc., vous payent des fees, mais c'est pas assez. Donc, ce que Synthetix a décidé, c'est que pour tous ceux qui donneraient de la liquidité à la pool ETH, recevraient toutes les semaines des SNX,
une quantité qui est bien évidemment définie par le au prorata de votre, la pool que vous possédez. Realty fait pareil. Realty, si en ce moment vous fournissez de la liquidité pour la propriété de la rue Patton, et bien vous touchez des DAI additionnels. Et puis nous, on fait aussi pareil, c'est-à-dire que pour tous ceux qui fournissent de la liquidité, soit sur Bancor, soit sur Uniswap, ben, tous les jours, on distribue des JRT, donc on a un budget de 3,6 quelque chose millions de tokens par an, et donc tous les jours, on distribue des tokens à nos fournisseurs de liquidité, mais aussi on distribue des DAI, puisque nous, à chaque fois qu'il y a un trade qui est pris sur la plateforme, il y a du DAI qui est collecté, c'est la commission, et donc 5% de ces commissions sont partagées entre les fournisseurs de liquidité. Donc ça permet, quel que soit le projet, d'augmenter le retour sur investissement lorsque vous devenez fournisseur de liquidité, donc réduire le risque. C'est PegNet, qui ne doit pas être confondu avec Peg Token. C'est un projet qui a reçu un grant de Bancor, la fondation Bancor, pour créer des actifs synthétiques en utilisant le BNT comme collatéral. Donc c'est tout simplement du DAI, sauf qu'au lieu d'avoir de l'Ether en collatéral, c'est du BNT, donc le token de Bancor. Alors ça a plein de risques, beaucoup plus de risques que le DAI. Il y a le risque de manque de liquidité, on en revient encore, parce qu'il y a très peu de liquidité sur l'USDB. Donc c'est difficile pour un DAI d'acheter un USDB. Enfin, un ça va, mais quand il y en a beaucoup, c'est plus compliqué. Et puis il y a le risque du BNT qui est moins liquide et plus volatile que l'Ether, etc. Alors quels sont les risques du coup de fournir de la liquidité sur Uniswap? Parce que, comme vous l'avez compris, vous pouvez perdre ou gagner. Alors déjà, encore une fois, il y a le risque sur le protocole. Bah oui, s'il y a un bug sur Uniswap, s'il y a un bug sur Compound, sur Bancor, pardon, s'il y a un bug sur Jarvis, etc., votre argent est à risque. Et puis, il y a un concept qui est assez bizarre, en fait, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal à cerner, qu'ils ont décidé d'appeler l'impermanent loss. En français, ça fait les pertes non définitives. Ça fait un peu moins sexy. Alors, comment ça se passe? Rappelez-vous que lorsque quelqu'un veut acheter de l'Ether sur la pool ETH DAI, donc du coup veut vendre du DAI, les gens qui ont placé initialement de l'Ether et du DAI, ils vont en avoir un peu plus ou un peu moins. Si par exemple je suis là pour vendre mes Ethers, je vais ajouter, donc il y aura beaucoup plus d'Ether dans la pool et il y aura moins de DAI. Ce qui fait que à la fin de la journée, si je suis un fournisseur de liquidité et que je vais récupérer ma mise initiale, je pourrais pas. Je récupérais plus d'Ether, mais je récupérais moins de DAI. Alors peut-être que vous serez content si l'Ether a monté, mais si l'Ether a chuté, en fait, peut-être que vous allez faire la gueule. Parce qu'il aurait été beaucoup plus intéressant si l'Ether chute d'avoir en fait moins d'Ether et plus de DAI. Donc je vous ai fait un petit exemple chiffré. Alors imaginons qu'au début, la pool avait 10 Ethers et 2000 DAI. Donc en tout, il y a 4000 $ de liquidité. Imaginons qu'ensuite, c'est quelqu'un qui arrive et qui décide d'acheter de l'Ether. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 Ethers de la pool et il va rajouter, je vais faire les calculs, il va ajouter 500 DAI dans la pool. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pool est déséquilibrée, il y a plus 10 et 2000, il n'y a plus que 8 Ethers d'un côté et 2500 DAI de l'autre. Alors magie des chiffres, pour l'instant, la taille de la pool est de 2500 $, parce qu'en achetant de l'Ether, le prix de l'Ether sur Uniswap a changé, a monté. Le prix est maintenant de 250 $ contre 200 $ au début. Donc pour l'instant, c'est équilibré, j'ai 4500 $. La question de l'impermanent, donc impermanent loss, c'est de savoir est-ce que j'aurais mieux fait de ne rien faire? Est-ce que j'aurais mieux fait de garder mes 10 Ethers et mes 2000 DAI en dehors d'Uniswap? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se dire, pour un prix de 250 $, combien valaient mes 10 Ethers et combien valaient mes 2000 DAI? Et bien là, magie des chiffres, pour l'instant, c'est 4500 $. Donc que j'ai fourni ou pas de la liquidité sur Uniswap, ça revient même. Je n'aurais pas plus gagné ou pas plus perdu. En fait, j'aurais un peu plus gagné sur Uniswap, parce que rappelez-vous, dans mes calculs, je n'ai pas pris en considération les fees de l'exchange que vous touchez. Donc là, au bas mot, peut-être que vous avez gagné 0,3, 0,4% de plus. Mais le problème, c'est que quand il y a des gros mouvements, c'est plus du tout pareil. Imaginez qu'il y ait vraiment eu beaucoup de personnes qui décident d'acheter de l'Ether sur Uniswap. Donc ils vont prendre la réserve d'Ether. Donc là, dans mon exemple, ils vont acheter pour 6 Ethers. Et en échange de ces 6 Ethers, ils vont gonfler la pool DAI à 5000. Donc là, si on fait les calculs, l'Ether vaudrait 625 $. Et donc, les 4 Ethers à 625 $ plus mes 5000 DAI, en tout, j'aurais 7500 $. Mais qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais rien fait et que l'Ether valait effectivement 625 $?
eh ben, mes 10 Ethers plus mes 2000 DAI vaudraient 8250 $. J'ai donc perdu de l'argent. En fait, j'en ai gagné entre guillemets, puisque j'ai gagné des commissions, etc. Mais si je n'avais rien fait, j'aurais beaucoup plus d'argent. Il aurait donc mieux valu que je ne fournisse pas de la liquidité à Uniswap. J'aurais dû garder mes Ethers, j'aurais dû garder mes DAI et j'aurais gagné plus d'argent. Donc, pardon, là vous voyez bien que lorsque vous avez en fait un market bearish, un market qui monte, bullish, pardon, et ben du coup vous pouvez perdre de l'argent. Alors que lorsque le marché est baissier, ben, vous pouvez entre guillemets gagner de l'argent, en tout cas en perdre moins. Donc j'espère que vous avez compris cette idée de perte qui n'est jamais définitive. En gros, c'est très simple à comprendre. Puisque vous avez un actif en moins, si malheureusement cet actif prend de la valeur, et ben voilà. Alors comment on fait? Alors ben là je vous ai montré un graphique qui est du site Zoom, zoom.github.io, je pourrais vous envoyer les liens plus tard. Alors c'est un graphique qui montre vraiment bien les fees qui sont collectés. Donc là on voit que sur cette pool là, qui est une pool USDB, donc c'est une pool Bancor, on voit qu'en fait les fees cumulés font que monter. Alors je crois que là on était à 2-3% de gain. Et ensuite on voit la perte impermanente, l'impermanent loss en bleu. C'est-à-dire qu'en fait là ce qui se passait c'est que à chaque fois que quelqu'un prenait un trade dans cette pool là, ça faisait chuter le prix de la pool. En même temps le prix du token chutait. Alors, en fait ce qui se passait, pour que vous compreniez bien, à chaque fois que quelqu'un voulait vendre ce token, donc en l'occurrence c'était le JRT, le Jarvis Token, en fait les tout premiers jours il y a des bounty hunters qui sont arrivés, qui ont largué leur token. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait très peu de liquidité le premier jour, j'étais le seul, j'ai mis 100 $ juste pour m'amuser. Il y a un bounty hunter qui est arrivé, il a voulu vendre 50 $ de ses JRT, ça a fait chuter le prix de 80%. Alors on s'y attendait, on s'en foutait, c'est juste pour l'exemple. Après il y a eu beaucoup plus de liquidité, les prix sont bien montés. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que cette personne-là a voulu vendre ses JRT pour avoir de l'USDB. Donc elle a voulu faire de l'argent. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vendu les JRT, donc elle a ajouté des JRT dans la pool, elle a récupéré des USDB, donc il y a un stablecoin, mais en vendant, elle a fait chuter le prix du JRT de 80%. Et du coup, on s'est retrouvé, enfin moi j'étais tout seul, je me suis retrouvé avec plus de JRT que ce que je n'avais mis, mais un JRT qui valait 8 fois moins que le jour où je l'avais mis. Et les 100 $ d'USDB que j'avais mis, il n'y en avait plus que 50, donc je me suis retrouvé avec 50 $ au lieu de 100, donc j'ai perdu 50% du coup de mes USDB, et en plus de ça, je me suis retrouvé avec 2 fois plus de tokens, mais d'un token qui valait 8 fois moins cher, donc du coup j'ai perdu de l'argent. Et c'est pour ça que la perte ici, c'est la perte relative, a énormément chuté. La courbe jaune en fait c'est les fees plus la perte, puisque à un moment donné, les fees sont, enfin au fur et à mesure de l'année, les fees s'accumulent, et donc on perd de moins en moins d'argent. Là ça fait un mois qu'on avait lancé la pool, donc début janvier jusqu'à aujourd'hui février. Là on voit que on est repassé positif. Pourquoi? Parce que le prix, les bounty hunters ont fait leur boulot et puis les gens qui ont voulu acheter notre token l'ont fait. Donc le prix a été bien soutenu et du coup aujourd'hui les fournisseurs de liquidité sont positifs. Mais attention, ça dépend où est-ce que vous avez commencé. Les mecs qui ont commencé à ajouter de la liquidité ici, ils ont gagné de l'argent. Ceux qui ont commencé à acheter de la liquidité là-haut, ils sont encore un peu en perte d'argent. Ça c'est Zerion. Zerion c'est une interface qui permet de rendre plus ou moins accessible et lisible pas mal de protocoles défis. Donc là on peut voir du coup ma pool personnelle sur Uniswap. Donc on voit que j'ai 1200 $ sur cette pool. Donc j'ai gagné 513 $, donc 67% depuis que j'ai commencé la pool sur Uniswap. Mais encore une fois, c'est pas ça le vrai chiffre. Le vrai chiffre c'est combien est-ce que j'ai gagné par rapport à combien est-ce que j'aurais gagné si j'avais gardé mes tokens. Donc la fameuse perte impermanente. Là on voit qu'en réalité, si j'avais gardé mes JRT et mes Ethers, j'aurais gagné 13 $ de moins. Donc là finalement je suis positif. Donc là ça fait un petit mois que je fournis la liquidité. Donc ma performance sur un mois c'est donc en réalité de 1,1%, soit à peu près 12 et quelques, 12,20% par an. Comment on fait du coup pour limiter ce risque de perte impermanente? Alors il y a plusieurs possibilités. La première c'est de faire des pools de stablecoin. Donc aujourd'hui, Uniswap ne permet de créer des pools qu'avec de l'Ether. Donc vous mettez, c'est du DAI contre de l'Ether, c'est du MKR contre de l'Ether, du JRT contre de l'Ether, du TKN contre de l'Ether. D'ailleurs, il y a une baleine dans votre pool Uniswap, Brice. Il y a un mec qui a 83%, je sais pas qui c'est. Et du coup, il y a un risque parce que vous avez l'Ether qui est volatile et vous avez un autre token du coup qui est volatile. Il y a un protocole qui a été lancé il y a pas longtemps qui s'appelle Curve, qui utilise la même formule K égale X fois Y que Uniswap, mais qui a modifié la formule
pour qu'elle soit ultra adaptée au stablecoin. Et du coup, ça permet de limiter énormément le slippage sur les échanges entre DAI et USDC, USDT, USDC, etc. Donc le fait de donner la liquidité uniquement en stablecoin, eh ben, il n'y a plus aucune perte, entre guillemets, puisque si vous donnez des USDC et des DAI, ben, soit vous avez plus de DAI et moins d'USDC, soit vous avez plus d'USDC et moins de DAI. Mais comme en théorie le DAI et l'USDC égale 1 $, en fait, vous n'avez ni gagné ni perdu. Vous êtes toujours neutre et vous avez par contre gagné des fees. Une autre manière de limiter les risques, c'est d'utiliser les pools symétriques. Alors je vous parlais tout à l'heure de la pool SETH de Synthetix et ETH. En fait, le SETH égale ETH. Donc c'est-à-dire que pareil, si vous avez des gens qui achètent du SETH, ça va faire baisser la pool SETH, ça va faire monter la pool ETH et inversement. Mais comme les deux se valent, ben finalement, vous ne gagnez ou vous ne perdez pas, entre guillemets. Vous ne faites que gagner les fees, tout comme la pool WTH, ETH. Et donc, comme je disais, des pools symétriques comme uniquement avec des stablecoins USDC, DAI. Et comme vous l'avez vu avec l'exemple sur ETH DAI, lorsque vous fournissez de la liquidité sur ETH DAI, comme il y a le DAI qui lui est stable, ben vous réduisez énormément la perte, l'impermanent loss. Si je vous avais fait un exemple avec un token volatile, vous aurez vu que c'était complètement différent. Et je crois que c'est tout. Dernière petite chose, c'était pour les sites. Donc là, par exemple, vous avez le site pools.fyi, qui est un site qui permet de regarder du coup quelles sont les performances de toutes les pools. Donc vous pourrez aller sur ce site-là, vous pouvez scroller parmi toutes les pools, voir quels ont été les rendements, quelles sont les pools qui méritent, sur lesquelles vous pouvez investir, etc. Et puis, comme je dis, il n'y a pas que Uniswap, il y a Bancor qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais qui fonctionne exactement de la même manière, Kyber qui fonctionne de la même manière, et Curve, mon petit chouchou, qui, comme je dis, a utilisé une formule optimisée et qui en ce moment propose des rendements de taré et qui devient, à mon avis, qui va devenir le Uniswap, mais uniquement pour les stablecoins. J'ai fini. Question ? Alors justement, c'est la pool SETH. ETH, parce qu'il y a cette incentive, cette motivation que vous gagnez du SNX toutes les semaines. Donc non seulement il n'y a pas de risque sur SETH, ETH, parce que c'est stable, mais en plus on gagne les fees de Uniswap qui sont donc de 0,3% par trade. Mais en plus de ça, on gagne des SNX toutes les semaines, et donc ils ont réussi le tour de force d'être la pool la plus liquide. Alors à l'époque où l'Ether était en dessous de 200 $, ou un peu plus de 100 $, c'était 12 millions. Je ne peux pas regarder aujourd'hui, mais ça va être un peu plus vu que l'Ether faut plus d'argent. D'autres questions? C'est quoi le front-running alors? Le front-running. Ah, sur les oracles? Ouais. Voilà, si ça c'était compliqué, alors le front-running. Alors, en fait, il faut savoir que sur la blockchain, on ne peut pas prendre les données extérieures à la blockchain. Il nous faut un oracle. D'accord, c'est ce que j'ai expliqué. On va prendre l'exemple d'SNX, parce que SNX est attaqué depuis un mois avec du front-running. Donc on ne peut pas prendre, lorsque je veux acheter du Bitcoin sur Synthetix, en fait le prix est donné par un oracle. Synthetix ne sait pas, la blockchain ne sait pas quel est le prix du Bitcoin. Donc les oracles en fait c'est tout con, hein, c'est juste une transaction dans laquelle il y a une donnée. En fait on fait une transaction sur Ethereum et on dit bah tiens le prix d'Apple c'est, le prix de Bitcoin c'est 10 000 $. Une fois que cette transaction elle est minée sur la blockchain, donc ça peut prendre plusieurs secondes, plusieurs minutes, hein, ça dépend le gaz qui a été utilisé, ça dépend de la congestion du réseau. Une fois que la transaction elle est sur la blockchain, c'est bon. Le prix du Bitcoin sur Synthetix est donné par cette transaction, on ne peut plus le changer. Mais il y a un petit problème, c'est que comme je viens de le dire, une transaction, ça peut mettre du temps à arriver. Donc les petits malins, en fait, ce qu'ils font, c'est que comme Synthetix, comme tous les autres projets qui utilisent des oracles, ne vont pas mettre à jour le prix en temps réel. Déjà parce que Ethereum, on peut faire qu'une transaction toutes les 15 secondes, et on ne peut même pas faire une, on peut faire que 15 transactions par seconde et uniquement un bloc toutes les 15 secondes. En théorie, on ne pourrait mettre à jour le prix du Bitcoin que toutes les 15 secondes, en théorie. Mais il faudrait déjà payer la plus grosse quantité de gaz pour être sûr que toutes les 15 secondes, on passe. Ça coûte beaucoup d'argent. J'avais fait un petit calcul. Juste pour changer le prix toutes les 10 minutes, c'est pas beaucoup 10 minutes, ça coûte plus de 40 000 $ par an, par actif. Donc si vous avez une plateforme trading avec 10 actifs, il vous faut débourser 400 000 $ par an juste pour mettre le prix sur la plateforme. Donc du coup,
l'idée c'est de faire des changements de prix, donc des updates, moins souvent, pour ne pas avoir à payer tout le temps. Alors Chainlink, par exemple, qui travaille avec Synthetix, ils ont deux manières d'updater le prix, soit à chaque fois qu'il y a un changement de 1% sur le prix, soit toutes les X minutes, je crois que c'est peut-être toutes les heures, ou je sais plus, j'ai pas les détails, mais vous avez compris l'idée. Le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que, imaginons qu'à midi, le prix du Bitcoin sur Synthetix est donné par la dernière transaction qui avait été minée. Et imaginons que le prix était de 10 000 $. Le problème, c'est que Bitcoin, il bouge. Peut-être que 7 minutes après, le prix du Bitcoin, le vrai Bitcoin, vaut aujourd'hui 10 000, je sais pas moi, 10 050 $, donc 50 $ de plus. Mais sur Synthetix, Synthetix utilise toujours le prix qui a été mis sur la blockchain, c'est-à-dire toujours 10 000. Donc pour l'instant, Synthetix, c'est 50 $ en dessous du prix. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des petits robots qui vont tout simplement s'asseoir. Ils vont se dire, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre, on va regarder les transactions sur du coup l'écosystème Synthetix, et dès qu'on va voir que Chainlink ou l'Oracle met une transaction sur la blockchain, on va regarder quel est le prix. Et si on voit que Chainlink ou l'Oracle veut mettre un prix de maintenant de 10 000 50, ce que va faire le robot, il dit, ok, attends, hold on, je vais d'abord acheter le Bitcoin qui est toujours à 10 000 sur la plateforme. Je vais payer beaucoup plus de frais sur Ethereum, donc je vais augmenter le gaz pour être sûr, donc front running, dépasser quelqu'un. Donc pour être sûr de passer avant que toi, Oracle, tu vas updater le prix. Du coup, ma transaction va être minée avant la tienne. Je vais donc acheter du Bitcoin à 10 000. Juste quelques secondes après, toi, tu vas mettre ta transaction sur Ethereum. Tu vas donc changer les prix sur Synthetix. Maintenant, les prix seront de 10 050. Et la seconde après, je le revends. Et donc, j'ai gagné 50 $. Et donc, il y a des robots qui font ça depuis 1 mois et demi, 2 mois sur Synthetix. Et le problème, c'est que, n'oubliez pas que quand quelqu'un gagne ici, vous perdez. Et donc, ces robots, ils font que gagner. Gagner. Ils font 6% de performance par jour sur un compte de 300 000 $. Et donc, ils ont augmenté les pertes des miennes. Moi, je suis fournisseur de liquidité. J'avais 4 000 $ SUSD. Aujourd'hui, j'ai une perte de 2 000 $. Donc, moi, le robot m'a volé 2 000 $. Et donc, aujourd'hui, je dois rembourser à Synthetix 6 000 $ au lieu des 4 000 que j'avais avant. Et ça existe dans tous les systèmes. Nous, pareil, hein, si on utilisait un Oracle, alors je ne suis pas là pour parler d'un point de vue technique comment ça fonctionne. Je vous chillerai le projet bientôt. Mais si on utilisait un Oracle pour le margin, pareil, on aurait ce problème-là. C'est-à-dire que des front-runners pourraient voler les DAI des gens qui vont justement trader, enfin fournir de la liquidité. Donc c'est ça le problème de l'Oracle. C'est compris? On peut pas faire les contrats que tout le monde doit payer la même quantité. Si, alors du coup, Chainlink, ils ont proposé que pour updater le prix de Chainlink, c'est minimum 8 GUI. Et ils ont demandé à Synthetix d'empêcher les smart contracts de muter des transactions supérieures à 8 GUI. C'est pas suffisant, donc du coup, ils travaillent sur 2 autres possibilités. La première s'appelle le queuing. Alors le queuing, c'est que en fait, lorsque vous voulez acheter un asset sur Synthetix, en fait, vous ne l'achetez pas maintenant, vous l'achèterez à la prochaine update de l'Oracle. Ça pose plein de problèmes d'expérience utilisateur. Parce qu'en fait, il faut signer 2 transactions. Il faut signer une transaction pour accepter que notre transaction soit mise à la queue, le. Et ensuite, une fois que la transaction peut s'effectuer, il faut encore signer. Donc c'est pas top d'un point de vue d'expérience utilisateur. Du coup, ils ont une autre idée qui est liée directement au design de SNX. C'est en fait de tricher un tout petit peu et de repérer, alors je la fais très simple, mais c'est de repérer en fait ceux qui veulent profiter des oracles et en fait, ils vont leur donner une sorte de pénalité qui fait qu'en fait, ça sera plus intéressant de faire du front-running. Mais ça fonctionne que sur Synthetix, vu la manière dont c'est dessiné. D'autres questions? Ouais. On peut estimer qu'en bear market, la liquidité s'effondre de x10 ou ça vous a dit que c'était très grave? Ouais, c'est possible. Si on a un bear market, donc les prix chutent, donc il y a l'effet boule de neige, les gens veulent vendre leurs crypto pour acheter soit des stablecoins, soit sortir du marché des cryptos. Donc effectivement, il y a de la liquidité qui est retirée. Si on prend l'exemple de Uniswap. Du coup, c'est le premier qui se retire, qui gagne par rapport aux autres qui auront moins de liquidité. Ouais, et puis après, tu as l'effet psychologique. Qui doit être énorme. Ouais, après, tu as l'effet psychologique. Ouais. Là, moi, j'étais tout seul, mais imagine, il y avait un mec qui avait vendu et les gens ont se dit, ah, mais attends, mais s'il y a plein de gens, parce que nous, on a fait une connerie, on a fait une bounty, une campagne bounty lors de notre ICO. Et en fait, il faut pas faire ça, quoi. Enfin, il faut peut-être faire ça en 2017, mais en 2019, c'était pas une bonne idée. Et du coup, on a donné des tokens en fait à des gens de partout dans le monde.
dont le seul intérêt c'était de vite vendre le token dès qu'il serait listé pour pouvoir se payer. Après, franchement, c'est pas dramatique parce qu'on a essayé de discuter avec certains de ces gens-là. En fait, il y a des gens, on a nourri des gens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un mec, j'ai voulu faire une interview du coup, parce qu'il y a des enculés, bien sûr, mais il y a aussi des gens dont c'est le boulot de faire des campagnes de bounty. On a même traqué un mec qui a 1 200 000 $ en Ether avec des bounties. C'est incroyable. Le mec, il avait créé 200 comptes chez nous. Et donc j'ai interviewé quelques-uns de ces bounties. Donc tu as des Pakistanais, des Africains, etc. Et donc je leur disais, ok, à quoi va vous servir cet argent? Là, j'ai vu que tu as vendu pour 17 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec 17 $? Et il me dit, bah voilà, ça c'est mon repas de la semaine et tout. Donc un petit côté humanitaire, tu vois. Mais bon, mais du coup, il y a des gens qui se disent, mais attends, si du coup les gens ils vont continuer à vendre, je vais perdre mes Ethers, parce que du coup, ils vont récupérer mes Ethers et je vais gagner un JRT qui va perdre de la valeur. Effet psychologique, ils vont donc retirer de la liquidité. Donc c'est à ce moment-là où il faut holder, quoi. Donc, si d'un côté, on met de l'argent en lending avec donc, certains rendements, et de l'autre côté, on a des pools de liquidité pour, on va dire, le holder de base qui veut placer ses Ethers à droite ou à gauche, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt à diversifier d'un côté, à prêter à des gens qui veulent emprunter, et d'un autre côté de faire un peu du market making sur des pools, ou est-ce que les rendements en fait sont vraiment différents et la vision entre guillemets est vraiment différente, et à ce moment-là on a plutôt une philosophie de gens qui va être plutôt tranchée entre moi je vais de ce côté-là, moi je vais de l'autre, les deux sont complémentaires. Putain. Je vois pas. Elle est waterproof là. Alors, en fait, c'est les choix de chacun. C'est en fonction de. Par exemple, tout à l'heure, tu disais que oui, le DSR c'est le moins risqué, c'est le protocole, c'est tout, il n'y a pas de smart contract par-dessus et tout. Compound c'est plus risqué, la fournisseur de liquidité c'est encore plus risqué. Donc ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. En général, risque égal, les pizzas, en risque égal en fait rendement, donc on peut gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'en plus, par exemple, je te donne l'exemple, l'an dernier, la pool. Alors, j'ai demandé si c'est pas le DAI, c'était le SAI, mais la pool ETH-SAI était quand même à 23%. Il n'y a aucun lending protocol qui permettait de gagner 23%. Mais ça me fait penser aussi qu'il y a un truc marrant. Là, je ne sais pas si vous avez vu, je ne l'ai pas fait, mais en fait, une fois que vous avez créé du CDAI sur Compound, vous pouvez aussi fournir de la liquidité sur la pool CDAI ETH. D'ailleurs, Curve, c'est comme ça que Curve fonctionne. En fait, Curve, lorsque vous mettez vos DAI et vos USDC sur Curve, en fait, ils sont loués sur Compound. Donc en fait, c'est une pool C-USDC, CDAI, C-USDC. Et du coup, on gagne les intérêts du lending, plus les intérêts de Compound. Et du coup, là, au niveau de l'enchevêtrement des risques, on est pas mal. Mais on a aussi des bonnes rentabilités. C'est un peu l'idée de cumuler tout. Ouais. Un autre angle qui me faisait penser, Pascal, c'est par exemple, tu sens vraiment les présenter en mode tu veux spéculer, tu vas aller faire de la liquidité, tu veux un truc safe, tu vas faire du lending. Mais en fait, tout le monde oscille constamment entre les deux. C'est-à-dire, moi, par exemple, je sais pas, je te donne des trucs que j'ai pu faire récemment. Je vais avoir un sentiment assez bullish sur l'IS, je vais me mettre plutôt full IS. Après, je suis en mode de doute. Qu'est-ce que je fais? Je vends mes IS pour du CDAI, par exemple. Et pour moi, c'est une manière de les mettre en hold, mais au lieu de les mettre juste en DAI où ils restent là à rien faire, et au moins ils prennent les 7%. Jusqu'à qu'après, peut-être 2 semaines plus tard, je vais les remettre en IS parce que le marché, je l'estime. Mais ça veut dire que quand on fait le market maker en règle générale, c'est mieux rémunéré que quand on juste on traite. En fait, c'est toute la question, si tu veux, pour tout ça, pour moi. Je pense les terres, pardon. Que tu prends, pas. Plus le risque est élevé, plus la potentialité de gain est élevée. Mais il y a aussi, tu peux fournir de la liquidité sur tout, alors que tu peux pas tout prêter. Le DAI se prête. Le GUSD ne se prête pas, il n'y a personne qui va acheter du GUSD. Donc le MKR aussi pareil, ou d'autres tokens, par exemple, encore une fois, le JRT tu peux pas le louer. Donc c'est aussi pour s'exposer au risque d'autres cryptos. Et puis après, encore une fois, il y a un petit côté idéaliste, je veux dire, toute la présentation, si vous n'avez pas compris, c'est l'idée à la base, c'est comment on fait pour régler les inefficiences de marché qu'on a dans la défi. Comment on fait pour stabiliser. Il faut faire de la liquidité, c'est indéniable. Quels sont les risques pour aider l'écosystème à grossir? Quelles sont les opportunités? C'est ce que j'essaie de vous présenter. Et donc, moi, je pense que si on est dans la défi, même une petite contribution de 1 Ether, il faut. Parce que ça stabilise le système, ça renforce le système. Ça... Par exemple, Kyber est l'un des exchanges, donc les pools de liquidité, qui est le plus utilisé par les protocoles de margin trading. Donc, NUO, DYDX, maintenant, ils ont leur propre pool, mais avant, je crois que c'est sur Kyber. Fulcrum, leur mécanisme de liquidation, c'est sur Kyber aussi.
Donc on a tout intérêt à ce que les pools de Kyber soient ultra blindés, parce que plus il y a de liquidité et plus l'écosystème et les liquidations se font. Et donc nous qui voulons des revenus passifs, si vous avez de l'IDAI, donc IDAI, le DAI de Fulcrum, eh ben, ça vous ferait beaucoup plus, enfin vous dormirez beaucoup mieux de savoir que la liquidité de Kyber sur ETH DAI est énorme. Comme ça vous êtes sûr que les mécanismes de liquidation, il n'y aura pas beaucoup de slippage, pas beaucoup de spread, etc. Donc on a tous en fait ici, outre l'aspect opportunité de faire de la thune, intérêt en fait à donner un peu de liquidité, c'est pas grand chose. Hein. Si un Ether c'est beaucoup, vous pouvez mettre 0 en Ether, enfin voilà. Ouais, on arrête. Juste quelques petits trucs. Vous pouvez bien sûr venir poser vos questions après. Déjà, je sais pas si vous avez vu, mais sur la table là-bas, vous avez ce petit papier. Dessus, vous avez des instructions. Vous pouvez gagner un ticket pour ICC, la prochaine DEFCON et LETCON. Donc, c'est 3 événements qui valent vraiment la peine si vous êtes intéressé par Ethereum, par tout ce qui se passe là-dedans. Ça vaut vraiment le coup de tenter votre chance. Tout ce qu'il faut faire pour gagner ces trucs, apparemment, c'est tweeter un message particulier. Toutes les instructions sont sur cette carte qui est sur la table là-bas. Aussi, j'en profite, on sera à ICC en tant que DeFi France. Et on a une présentation là-bas, donc bon, après ça va vous voir si vous pouvez venir ou pas. Deuxième point, s'il vous plaît, en partant. Ah oui, non, deuxième point d'abord. Je vois que beaucoup d'entre vous prennent des notes, c'est top. Je ne sais pas si vous le savez, on a des ressources communautaires où vous avez trouvé plein d'informations sur ce dont on discute aujourd'hui. On a un wiki communautaire notamment. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous, mais tout ça, ça se trouve à partir du Telegram. Vous cherchez sur Telegram DeFi France. Notre notion, c'est notre outil, et dessus il y a un guide complet sur la DeFi, il y a des résumés des talks, les vidéos des talks précédents, bref, les présentations, les slides des talks précédents aussi, à peu près tout ce dont vous avez besoin pour aller plus loin chez vous. Et je mettrai un article plus détaillé sur Uniswap, pour ceux qui veulent creuser, et Bancor aussi. Génial. Voilà. Et dernier point du coup, les pizzas sont là, bon appétit. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre vos chaises et les plier et les amener à Arthur qui se trouve au bout de la salle, juste là-bas. Ça nous aide beaucoup pour le rentrement. Merci à vous. C'est la première fois qu'on a le ça devient un peu intimidant. J'ai peur de ne pas avoir assez de pizza pour vous faire.